introduire pendant ce temps-là. Bonjour à tous, tous ceux qui sont en direct, merci beaucoup d'être là. Donc pour ce webinaire, pour essayer de vous expliquer un petit peu, enfin de vous parler un petit peu de ce que c'est que le métier en mire et voilà comment ça s'organise. Donc on a fait appel à quatre médecins qui représentent un petit peu toutes les différentes facettes du métier qui vont vous présenter leur manière de travailler et leur parcours d'abord et puis leur manière de travailler et comment ça s'organise au quotidien pour eux dans leur service. Et puis il y a Kiran qui est avec moi, qui est interne aussi et qui animera ce webinaire. Donc avant de leur passer la parole, je vais les présenter. Donc nous avons Laura Federici qui est réanimatrice actuellement à Ajaccio, Grégoire Muller qui est à Orléans, Nadia Aissaoui qui est à Paris et Wilfran Bougan qui est à Massy. Et donc tout de suite, si vous voulez bien commencer dans cet ordre-là, si ça vous va, par vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours et de ce que vous avez fait avant d'être dans votre service actuel. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis Laura Federici. Donc, mon parcours, donc moi, j'ai fait mes études de médecine à Paris 6, à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai fait un internat de médecine générale avec un desk de médecine d'urgence, puisque au départ, moi, j'aimais beaucoup les urgences et je voulais faire urgentiste. La réanimation, alors c'est pas par hasard, mais je me suis orientée en réanimation parce qu'en fait, pendant le desk de médecine d'urgence, vous avez 6 mois obligatoires à faire dans un stage de réanimation que j'ai fait au centre hospitalier sud-francilien dans le 91. J'ai beaucoup aimé ce stage. Et en fait, étant donné que j'avais pris 6 mois de dispo pendant mon internat pour faire de l'humanitaire, les urgentistes m'ont demandé en fait de redoubler en fait une année alors que j'avais validé le mémoire, etc. Enfin bref, du coup j'avais 6 mois de libre et durant ces 6 mois, j'ai voulu refaire de la réanimation parce que j'avais beaucoup apprécié, mais toujours dans le but de faire urgentiste puisque à l'époque je pensais, enfin je pense toujours, mais j'avais envie d'être bien formée en réanimation en me disant que je serais plus à l'aise aux urgences. Donc à ce moment-là, je suis allée en réanimation chirurgicale à l'hôpital Bichat où j'ai fait 6 mois. Et pareil, un stage qui s'est extrêmement bien passé. Et puis, alors que j'avais un poste à l'hôpital Tenon pour faire un clinical médecine d'urgence, en fait, j'ai mon chef de service du Sud francilien qui m'a rappelé pour me proposer un assistanat en réanimation. Donc, toujours dans l'idée que je reviendrai aux urgences après, j'ai fait l'assistanat de réanimation pour finalement, en fait, jamais revenir aux urgences puisque j'ai été extrêmement satisfaite de mon assistanat et du coup, j'ai continué en réanimation. Donc, j'ai fait 2 ans et demi d'assistanat au centre hospitalier sud-francilien et puis après, je suis partie 2 ans dans un centre hospitalier universitaire, donc à Louis-Morier à Colombes, où je suis restée 2 années. J'en suis partie pour des raisons bon, j'avais 3 heures de transport par jour, c'était compliqué, mais c'est 2 années qui m'ont aussi comblée. Et du coup, je suis revenue après au centre hospitalier sud-francilien où j'étais censée prendre un poste de praticien hospitalier que finalement je ne prendrai pas puisque pour diverses raisons, le service qui avait depuis changé de chef de service ne me convenait plus. Après, c'était personnel, hein, c'est un très bon service, je ne fais aucune critique, mais leur manière de travailler ne me convenait plus. Donc, je suis partie de là-bas. Là, actuellement, je suis en congé maternité. Et effectivement, je vais atterrir à Ajaccio en septembre, pour l'instant pour 1 an. En tout cas, j'irai en réanimation à Ajaccio en septembre. Voilà mon parcours. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Grégoire Muller. Je suis praticien hospitalier en médecine intensive réanimation au CHR d'Orléans. Alors, mon parcours est centré sur la région centre et le Grand Ouest, parce que j'ai commencé par un externat à la faculté de médecine de Tours, externat pendant lequel j'ai fait
un stage de réanimation en 6e année de médecine que j'ai prolongé par un stage d'été. Et depuis le milieu de mon externat, c'était de la réanimation que je voulais faire, principalement parce qu'à mes yeux, c'est une forme de médecine générale hospitalière, alors qu'elle a certes fait appel à des techniques invasives et parfois lourdes, mais c'est à mon sens, la seule spécialité qui permette de voir un peu toutes les pathologies dans leur ensemble. Et donc, pour la polyvalence, j'ai choisi la réanimation. Alors, moi, je me suis orienté vers un internat de cardiologie, puisque c'était encore l'époque où on pouvait faire SPEMED avec un DESC. Et donc, j'ai fait 2 stages de réanimation pendant mon internat. Le premier au CHR d'Orléans, où je suis quand même tombé amoureux du service et de l'équipe. Et puis ensuite, un stage dans le service à Tours, au CHU. Voilà. À la suite de quoi, j'ai fait un post-internat où j'ai été chef à la Pitié-Salpêtrière dans le service qui était à l'époque réanimation médicale de l'Institut de cardiologie, donc pour me former principalement à l'hémodynamique et aux techniques d'ECMO. À la suite de ça, je suis revenu 2 ans chef de clinique sur un poste qui venait d'être créé à Orléans, qui est une ville non universitaire historiquement, hein, qui est une périphérie du CHRU de Tours, mais qui a de plus en plus d'antennes universitaires avec déjà donc depuis bientôt 10 ans des postes de chef de clinique dans diverses spécialités et actuellement un MCUPH à Orléans qui va bientôt être nommé PUPH et prochainement peut-être d'autres PU au CHR d'Orléans qui seront rattachés à la faculté de médecine de Tours. Donc, un post-internat de clinica à Orléans et ensuite j'ai embrayé sur un poste de praticien hospitalier au CHR d'Orléans. Voilà pour mon parcours. Bonjour, donc moi je suis Nadia Issaoui, je suis PEPH à Paris, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, mon parcours il est assez multiple. J'étais externe à Marseille et la réanimation me faisait peur à l'époque puisque je pensais ne pas savoir me servir de mes mains. Donc je suis montée à la capitale en me disant je ferai cardio ou néphro. Et pour moi je voulais faire de la médecine et de la médecine qui bouge un petit peu parce que j'avais fait un choix de soins intensifs en néphro et en cardio. Et en fait, un premier stage de cardio, un premier stage de néphro, et surtout, donc j'étais inscrite en DE. J'hésitais parce qu'à l'époque, on pouvait commencer sans s'inscrire en fait. On s'inscrivait à la fin de la 2e année. Et très vite, en fait, 3e semestre, réanimation à Pompidou, réanimation générale, un peu de cœur quand même, mais vraiment le malade qui va pas bien. Et je voulais pas avoir peur du malade qui va pas bien très vite. C'est pour ça que j'ai pris en 3e semestre. Et là, j'ai adoré. Donc, j'ai fait cardio, puisque les salles, les lourdes salles avec les 20 malades, polyvasculaires, etc., c'est pas du tout mon truc. Et donc, j'ai fait cardio-réa. J'ai pris dès le 3e semestre des gardes des chefs en réanimation médicale. Et puis, j'ai fait un an et demi. Alors, j'ai fait mon master de recherche clinique à la Pitié, là où Greg a fait son clinica, en faisant du malade grave, de l'assistance, de l'hémodynamique, de l'échographie, et c'était génial. C'était le meilleur stage. J'ai eu la chance de faire un an et demi là-bas. Ensuite, je voulais être un peu polyvalente, donc j'ai fait un an de soins intensifs en cardiologie, mais en fait, j'étais la réanimatrice de musique, puisque on a besoin d'avoir la vision globale. Et je ne sais pas si vous allez faire ou pas des soins intensifs, mais en général, les malades, même de cardio, de néphro, ils ont plusieurs problèmes infectieux, etc. Et souvent, les réanimateurs sont experts sur le poumon, le cœur ou le rein, et c'est ça qui fait la richesse de l'équipe. Donc, du soin intensif, un an en Allemagne à gérer une salle de malades insuffisants cardiaques lourds, choqués sous assistance, de la réa. Et puis, je suis partie un an aux États-Unis juste avant le Covid pour faire un peu ce que Vulfran fait actuellement à Paris, qui est de la réanimation cardiovasculaire, médicale, voilà. Et entre-temps aussi 4 enfants, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Vulfran Bougouin, pour ma part, je suis réanimateur et
cardiologue de formation, donc comme deux des trois autres participants, j'ai commencé par faire de la cardiologie. Donc moi, j'étais étudiant en médecine à Paris 5. J'ai passé le CN en 2008 et je savais dès que je passais le CN que je voulais faire de la réanimation. J'ai pris spécialité médicale parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on faisait et donc j'ai fait de la cardiologie et j'ai fait pendant mon internat 2 semestres de réanimation, un à Bicêtre et un à l'hôpital Cochin. J'ai ensuite été chef de clinique à Cochin 2013-2015 et ensuite j'ai fait une thèse de sciences que j'ai terminée il y a maintenant 3 ans. Et depuis, je me suis installé, après avoir un peu bourlingué à droite à gauche, je me suis installé en réanimation dans le privé. Donc, je suis médecin associé en réanimation à l'hôpital Jacques-Cartier à Massy, qui, comme le disait Nadia, est une réanimation très orientée cardiovasculaire, mais pas uniquement, puisque c'est quand même une réanimation polyvalente. Et en parallèle, je garde une activité de recherche. Et puisqu'il n'y a pas de raison que mesdames qui le disent, moi aussi, j'ai eu le temps d'avoir un enfant et je vais dénoncer Greg, qui en a même eu 3 dans l'intervalle, pour démontrer qu'il est possible d'avoir une vie de famille en parallèle de nos activités cliniques, quelles qu'elles soient. Bien, donc merci à tous et à tous les 4. Il y a beaucoup de cardiologie visiblement. N'hésitez pas à poser vos questions. On voit que vous êtes plus de 70 là, à nous écouter, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal de discussion. On va passer maintenant à la catégorie des patients dont vous avez la charge en réanimation. Les questions, c'est simple, c'est quelle est la proportion à peu près de malades chirurgicaux et médicaux que vous avez dans vos services? Et puis, est-ce que vos services ont des recrutements particuliers? Le docteur Bourgoin parlait peut-être plus de recrutement cardiologique, mais est-ce que voilà, vous avez des maladies rares, une spécificité? Et puis, quelles techniques complexes vous utilisez au quotidien dans la prise en charge de vos malades? On garde le même ordre, j'imagine. Donc, moi, je vais répondre juste, je suis un peu à cheval entre les deux services, donc on s'était dit qu'on répondrait pour les deux. Donc, à l'hôpital sud-francilien, là, en Essonne, dans le 91, qui est un hôpital périphérique non universitaire, la proportion médico-chirurgicaux, c'était à peu près un tiers chirurgical, 2 tiers chirurgicaux. Et à Ajaccio, où j'irai donc en septembre, en fait, c'est un département d'anesthésie-réanimation où les anesthésistes travaillent, enfin vraiment ça tourne entre anesthésistes et réanimateurs, c'est avec une très bonne ambiance. Et du coup, j'y suis allée remplacer. Il y a davantage de chirurgie. Je pense qu'on est plutôt à moitié chirurgie, moitié médecine à Ajaccio. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Alors, pour Orléans, nous, Orléans, il y a donc 2 services au CHR d'Orléans, un service de médecine intensive réanimation et une réanimation chirurgicale. Nous, on a en fait, en recrutement comme ça à la louche, on a 80% de patients dits médicaux et 20% de patients dits chirurgicaux, avec en fait, c'est pas forcément une dichotomie à voir aussi brutale que ça, parce que nous, sur nos 80% des patients qui sont médicaux, il y en a un nombre non négligeable qui va quand même être opéré pendant son séjour, les pancréatites aiguës, les gens qui font des péritonites à l'issue d'un état de choc septique avec un bas débit, je sais pas moi, les pyélonéphrite obstructives, des patients qui ont une chirurgie thoracique à la suite d'un SDRA qui a été compliqué à ventiler et qui a eu un empième ou des choses comme ça. Bref, les patients médicaux peuvent finir par être opérés et puis finalement les patients chirurgicaux, ils font du choc septique et du SDRA. Donc c'est une dichotomie qui n'est pas si nette que ça dans mon esprit, même si en termes de recrutement, quand on extrait nos dossiers, 80% sont médicaux et 20% sont chirurgicaux. On est une réanimation donc en fait très polyvalente, même si nous ne faisons pas tout ce que fait la réanimation chirurgicale, c'est-à-dire le péri-opératoire principalement de chirurgie lourde programmée. Mais on a fait pendant longtemps, ça a diminué avec la diminution de l'accidentologie routière, mais on a fait aussi beaucoup de polytraumatisés. Moi, quand j'étais interne et sur le début de mon clinica, il y avait 1 à 2 polytraumatisés sur accident de la route par mois. On en a un petit peu moins maintenant, sûrement parce que, et heureusement, il y a moins d'accidents de la route. Ensuite, sur les
les choses qu'on peut faire de particulier dans cette réanimation, bon, bah, comme toutes les réanimations, on fait de la ventilation, des amines, de la dialyse. On fait aussi des échanges plasmatiques dans certains cas de maladies rares. Et puis, on a monté depuis maintenant une dizaine d'années, on a monté l'assistance par ECMO, soit ECMO véno-veineuse dans les SDRA réfractaires, soit l'ECMO véno-artériel. Et on a une petite spécificité à Orléans qui est d'essayer l'ECMO véno-artériel chez les patients pour arrêt cardiaque extra-hospitalier réfractaire, avec bon, bah, des résultats qui sont parfois mitigés, souvent décevants, mais parfois quand même pour certains patients jeunes, ça peut apporter de bons résultats. Voilà ce qu'on fait en gros à Orléans. Alors, chez nous, c'est une réa qui est médicale. Après, on a travaillé, je dis on a, là on a dans le Covid, mais on a beaucoup travaillé en bonne entente avec la réa CHIR. Et l'idée, c'était d'avoir le bon malade au bon endroit, c'est-à-dire que les malades complexes et médicaux, même après une chirurgie, venaient chez nous. D'ailleurs, c'est comme dit Greg, souvent, c'est entrecoupé. Alors, Paris, c'est divisé parce que la différence se fait beaucoup. Mais dans notre endroit, les malades sont mixtés. Et d'ailleurs, je pense que l'ancien régime DES, c'est plutôt un frein à ça, parce que quand on arrive et qu'on a fait que de la cardiologie avec un an de réa, et bien effectivement, quand on a un malade de Chierdige ou quand on a un malade de rachis, c'est toujours un peu plus compliqué et on se sent moins bien à l'aise pour gérer le côté global du malade de réanimation, qui est un malade dans sa globalité, alors que finalement le cœur, on l'acquiert vite quand on fait de la réanimation médicale en général. Voilà, après, c'est comme toutes les réanimations, je veux dire parisiennes, hein, ça ventile, ça dialyse, ça fait de l'assistance, ça fait de l'écor, ça fait de l'arrêt cardiaque. Donc, c'est assez polyvalent et très intéressant. Pour ma part, donc, comme je l'avais dit un peu en introduction, donc moi je travaille dans une structure qui a une grosse activité cardiologique historiquement, et donc on a un recrutement assez orienté cardio, sachant que dans ma structure, il y a une deuxième réanimation qui est dédiée à la réanimation de chirurgie cardiaque. Donc, on n'a pas du tout l'activité de post-op de chirurgie cardiaque. Par contre, on a une activité qui comprend, je dirais, entre 2 tiers et 3 quarts de médical et entre 1 quart et 1 tiers de chirurgical, puisque en dehors de l'activité cardiologique, donc cardiologique médicale, de rythmo, de cardio-interventionnel, de TAVI, de mitraclip, de triclip, bref, on fait tout ce qui se fait en cardiologie. On fait aussi du post-op de chirurgie. Sur ma structure, on a de la chirurgie, de la chirurgie, de la chirurgie et de la chirurgie vasculaire. Pour les techniques, je ne vais pas inventer de choses qui n'aient pas déjà été dites précédemment. Donc, on fait de la ventilation, de la dialyse, de l'ECMO, VV, VA. On fait à peu près tout, de l'embolisation sur place. Ce qu'on n'a pas localement, c'est les échanges plasmatiques pour lesquels on est obligé de transférer, mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Je rejoins plutôt ce que disait Nadia précédemment. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des gens qui ont une formation polyvalente, dans le sens où moi je sais faire de la cardiologie, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui savent faire du post-opératoire ou d'autres spécialités comme de la néphrologie. Mais en ça, je pense qu'avoir une formation assez hétérogène est plutôt enrichissante. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, on voit quand même que dans l'ensemble, les pratiques sont assez homogènes un peu partout, hein. Donc, ça reste une spécialité, effectivement, comme vous l'avez bien dit, avec beaucoup de techniques invasives qui seront disponibles à peu près partout, à quelques exceptions près, mais sinon, effectivement, voilà. Et les patients de réanimation donc, restent à peu près similaires entre de patients médicaux et chirurgicaux, avec effectivement des filières de soins spécialisées, mais ce qui n'empêche pas d'avoir de temps en temps des patients qui nécessitent un bloc dans les réas dites médicales et inversement. Donc du coup, on voulait voir avec vous un petit peu quel était votre mode de pratique au jour le jour. Alors, vous en avez un petit peu parlé. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment vous travaillez, comment ça se passe au quotidien dans un service.
et notamment, comme vous avez parlé un petit peu de vos parcours, une question qui intéresse souvent les gens qui souhaitent s'engager en MIR, c'est savoir si vous travaillez ou dans des services différents, ou si vous avez eu l'occasion de connaître des gens qui travaillent dans des services différents. Euh, et, euh, et si oui, est-ce que c'est dans d'autres services de réanimation ou est-ce que c'est dans d'autres spécialités? Vous nous avez un petit peu parlé de vos autres spécialités. La question serait de savoir si vous les pratiquez encore. Alors, moi, alors juste, je vais essayer au début de ma formation, parce que du coup, moi, je suis un peu décalée sur la formation en réanimation. Donc, au début de mon assistanat, en fait, j'ai fait le choix d'aller effectivement faire des gardes dans d'autres services pour, alors pas compenser. J'ai fait finalement 1 an de réanimation pendant mon internat, mais c'est vrai que moi, j'avais toujours l'impression un peu de courir après une formation parce que je n'avais pas bénéficié de la formation de réanimation. Donc, du coup, dans cet objectif-là, je suis allée faire des gardes dans d'autres services pour voir comment ça se passe ailleurs et avoir l'expérience de ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis allée dans d'autres centres hospitaliers en Île-de-France faire juste des gardes. Après, j'ai arrêté. On m'avait éventuellement proposé de faire un peu de SAMU et des gardes aux urgences au sein du même hôpital. J'ai pas souhaité le faire. J'ai des collègues qui le font. J'ai pas souhaité le faire parce que je trouvais ça difficile de s'investir en fait dans 2 services différents et moi j'avais envie de beaucoup m'investir en réanimation et voilà, j'avais l'impression que c'était plus compliqué de le faire si on n'était pas là tout le temps. Mais en tout cas, c'est possible pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'ai des collègues qui font plutôt du SAMU. Voilà, pareil à Ajaccio, j'aurais pu avoir la possibilité de faire un petit peu de SAMU, mais pour les mêmes raisons, je préfère être en réanimation, mais en tout cas, c'est faisable de le faire, je pense. Alors, pour ma part, à Orléans, j'exerce à 100% en réanimation. Donc, comme vous l'avez compris entre les lignes, hein, j'ai un internat de cardiologie en formation de DES et j'ai en fait jamais pratiqué la cardiologie en dehors de ce que je peux faire en réanimation. Je n'ai pas d'activité de cardiologue. Alors je fais des écho-cœurs et des diagnostics de cardiologue en réanimation, mais comme le font mes collègues non cardiologues en fait. Donc j'ai aucune consultation, j'ai pas d'activité. J'ai fait une fois, si quand même, j'ai fait une fois, mais c'était pendant mon internat du remplacement. Mais sinon, j'ai jamais eu d'activité de cardiologue clinicien. Comme ça. Je ne me vois pas y retourner. D'abord parce que la spécialité que je veux faire, c'est la réanimation, donc je n'ai pas d'intérêt à aller ailleurs. Et d'autre part, très franchement, ça fait 10 ans. Une blague que je fais, ben voilà, maintenant je passe pour un vieux auprès de mes internes, mais c'est que nous, quand on a passé l'internat, il n'y avait pas les anticoagulants oraux directs, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on a appris sur le tas, là où vous l'avez appris en préparant l'internat. Et donc, la spécialité, toutes les spécialités vont vite. Et même si l'infarctus restera un infarctus et une tachycardie ventriculaire, les prises en charge peuvent changer. Et voilà, je fais de la réanimation, je fais plus de la cardiologie. J'en ai peut-être même jamais fait, diront mes copains cardiologues. Mais voilà, donc je suis sur une seule spécialité, pas de temps partagé. Et dans le service, il y a pas... Alors, il y a des activités hors clinique. Les collègues ont des postes partagés sur des activités hors clinique, mais sur d'autres activités cliniques, non. On nous a aussi proposé les gardes au SAMU principalement 2 mois par an, là où il y a moins de monde pour remplir les tableaux de garde. On a décliné parce que c'est chacun sa spécialité et que moi, je ne sais pas faire. Et je serais bien mal aise de devoir faire un accouchement dans le camion du SAMU. Donc voilà, je 100% réa pour ma part. Alors, en fait, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais nous, à la CEGT, on a beaucoup de cellules. Donc, on a la cellule embolie pulmonaire grave, la cellule endocardite, la cellule SOS aorte, la cellule insuffisance cardiaque grave. Et c'est vrai que souvent, c'était nous, les réanimateurs, qui pilotions ça. Parce qu'on est vraiment au centre de ces interfaces. Par exemple, il y a un projet UMAC, assistance circulatoire lourde, qui va être monté avec la chirurgie, la cardio, etc. Et les réanimateurs sont tout à fait légitimes pour prendre en charge ce projet,
parce que finalement, l'assistance en urgence, on va la poser sur les arrêts cardiaques, sur les chocs, sur les SDRA. Et c'est vrai que les cardiologues, ils sont moins légitimes pour ça, les chirurgiens cardiaques également. Et du coup, le fait d'être réanimateur permet d'avoir cette vision globale. Alors, contrairement à Greg, moi, j'ai fait pas mal de cardiologie. Hein. J'ai fait une unité de soins intensifs cardiologiques. J'ai fait de la réa un peu cardiovasculaire. J'ai fait des vacations d'échographie, des consultes d'écho. Toujours avec l'idée qu'on a dû vous dire et que vous devez avoir en disant « Oh là là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire de la réanimation tout le temps ». Limite pour avoir un peu un point d'ancrage. Et le temps passant, bah non, c'est de la réanimation que je veux faire. Et c'est très compliqué d'être à cheval sur 2 disciplines parce que, bah, comme dit Greg, il y a une évolution, il y a les anticoagulants en gros. La réanimation, c'est beaucoup d'infectiologie. Et ça, c'est clairement quelque chose qui me manque et que vous, dans votre maquette, vous avez la chance d'avoir. Et c'est indispensable. Et en gros, l'infectieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez prendre n'importe un, faire une échographie, c'est facile. Suivre l'évolution des infections, c'est un peu plus compliqué. Donc, clairement, oui, j'ai fait beaucoup d'activités transversales. Oui, aujourd'hui, en tant que réanimateur, dans beaucoup de réanimations, les cellules, sciences cardiaques, etc., c'est les réanimateurs qui sont au centre. Hein. C'est eux qui reçoivent les maladies les plus graves. Et on n'a pas besoin d'être cardiologue pour être dans une cellule d'assistance. Hein, quand vous allez à Lyon, quand vous allez à la Pitié, etc. Les experts de l'assistance cardiaque, ils ne sont pas forcément cardiologues, ils sont pneumologues, ils sont internistes. Guillaume Géry, il est interniste et c'est un des experts de l'arrêt cardiaque. Donc vraiment, la formation de réanimateur, elle permet d'être un peu de diriger tout ça vers le haut. Dans mon service, il y a un des docteurs qui fait de la pneumologie, des consultations, mais pareil, il n'est pas capable, je pense, de faire de la pneumologie un peu fine. Hein. Il garde des consultations, des PCO. Et nous, dans le service, on est aussi pas mal amené à interagir avec les gériatres et les oncologues. Donc, on a des relations un peu privilégiées pour staffer certains malades, etc. Donc, mine de rien, vous faites des consultations et vous allez, quel que soit votre mode d'exercice, vous spécialiser dans de l'oncologie, réanimation et plus interagir avec les oncologues, de la cardiologie sur les CR, TIM, l'embolie pulmonaire, l'embolisation, même le digestif se met à faire des cellules d'ischémie digestive, etc. Donc, quoi que vous fassiez, finalement, vous allez être amené à faire des consultations officielles ou pas. Et pour en avoir fait, c'est plus sympa de discuter d'un malade avec une équipe, d'être seul en face d'un malade. Voilà. Je pense que les consultations post-réanimation se développent également. Il y a le Chic, je sais qu'ils en fait, Angers en fait. Donc, on revoit les malades à distance pour des problèmes finalement qui n'intéressent aucune spécialité. Donc, si vous aimez le contact humain, vous l'aurez avec les consultations post-réa et surtout avec les familles. Pour ma part, moi, j'ai gardé une activité de cardiologie sous la forme d'échographie cardiaque. Alors, au sein du service, évidemment, comme l'ont dit Greg et Nadia, et aussi au sein de vacations. Moi, je voulais essayer de garder une compétence en échographie cardiaque de cardiologue, si j'ose dire, dans le sens où c'est pas exactement les mêmes échos qu'on fait pour des valvulaires complexes et pour des patients de réanimation. Donc là, d'ailleurs, je sors de ma vague d'écho où je fais aussi bien des vacations dans mon service enfin des échographies dans mon service que des échographies de patients de TAVI ou de patients valvulaires. C'est la principale activité clinique, je dirais, extra-réanimation que j'ai gardée. Dans mon service, j'ai plusieurs collègues qui gardent une activité en dehors du service de réanimation. J'ai un collègue, par exemple, qui est perfusionniste, enfin, qui est pas perfusionniste, mais qui fait de la CEC au bloc de chirurgie cardiaque. Donc, il est possible d'avoir une activité mixte. Après, je rejoindrai ce qu'ont dit les orateurs précédents et je suis tout à fait d'accord pour considérer que moi, je serais pas en mesure de faire de la cardiologie en 2021 de consultation, dans le sens où les choses évoluent quand même très vite. Et je sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais les spécialités deviennent de plus en plus des surspécialités. Donc, force est de constater qu'il est un peu illusoire d'avoir en tête de faire 30 ans de réanimation pour devenir cardiologue à 55 ans quand j'en aurai marre des gardes. Mais moi, la seule activité extra-réanimation, c'est donc une activité purement technique d'échographie. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. On voit qu'il y a quand même une diversité d'exercices qui est assez impressionnante dans notre belle spécialité. On a noté vos questions, on y répondra à la fin avec les différents orateurs. Maintenant qu'on a parlé de vos activités cliniques, on va plutôt s'orienter sur le hors clinique et notamment la recherche. Est-ce que vous, dans vos pratiques quotidiennes, vous faites de la recherche, que ce soit dans les hôpitaux universitaires ou non d'ailleurs? Quelle est la part de votre exercice que ça représente?
Et puis, est-ce que vous participez à d'autres choses comme l'organisation des soins à l'échelle locale, régionale, à la gestion des crises, par exemple, chez vous? Et également, est-ce que vous faites d'autres activités en dehors de la clinique, du style en engagement syndicaliste, associatif, dans des ONG, ce genre de choses? Alors moi, je laisserai mes collègues parler pour la partie recherche parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus impliqués que moi. Moi, la partie recherche, j'en ai fait surtout au centre hospitalier universitaire, donc à Colombes, à Louis Mourier, qui sont très investis. Voilà, moi, ça m'intéresse, j'aime y participer, mais voilà, pour l'instant, pas plus que ça. Par contre, en hors clinique, j'ai effectivement d'autres activités dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir à m'investir parce qu'autant effectivement aller faire une autre spécialité ou voilà, moi, ça me disait moins, mais par contre faire autre chose que de la clinique parallèlement, c'est possible en réanimation et moi j'apprécie beaucoup. Donc j'ai commencé à m'investir au sein de la SRLF, à la commission jeune, où j'étais d'ailleurs avec Vulfran, où je termine ma dernière année. Et dans cette commission jeune, on a la possibilité de faire plein de choses. Notamment, moi, je m'occupais du volet formation. Et c'est très intéressant, on fait plein de rencontres. Et vraiment, la commission jeune, si vous avez l'occasion d'y postuler, je vous le conseille. Ensuite, donc là récemment, je m'investis, enfin en tout cas j'ai intégré le CA du syndicat des médecins réanimateurs. Alors ça s'appelle un syndicat, c'est toujours un petit peu négatif souvent aux yeux de certains. Moi j'y suis allée, je vous avoue, un peu par hasard, poussée par un de mes PU et en fait c'est très intéressant. Alors déjà c'est toujours pareil, hein, on est une dizaine venant de toute la France, donc c'est toujours intéressant de faire des rencontres avec d'autres personnes. Et en fait, au sein du syndicat, il y a une activité de recherche, il y a des discussions, enfin, il y a plein de choses et c'est très intéressant. On apprend vraiment beaucoup de choses sur le fonctionnement de la réanimation, sur la relation avec les autres services. Enfin, moi, je pensais pas que ce serait aussi bien. Et voilà, faut pas se laisser détourner par le terme syndicat, parce que c'est pas ce qu'on imagine. En tout cas, c'est mon avis. Et puis moi, du coup, très tôt, en fait, au niveau de mon externat, j'ai toujours été intéressée par la médecine humanitaire. Donc, petit à petit, enfin, voilà, j'ai commencé par des missions à mon externat, puis mon internat, puis j'ai rejoint Médecins sans frontières, j'ai fait des missions avec Médecins sans frontières, avec d'autres associations aussi. Je suis partie en Arménie pour le Covid. Là, récemment, on a créé, je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler, c'est tout nouveau, mais un groupe de travail qui s'appelle Réasol, qui est destiné à promouvoir et développer la réanimation humanitaire. On est une dizaine. On va devenir une association en fin d'année là. Et donc, ça me demande pas mal de temps. Et voilà, et c'est passionnant. Et voilà, pour mes activités hors clinique. Alors, Grégoire Muller à Orléans. Donc moi, je suis à temps plein, je vous ai dit, dans le service. Et en gros, on a une organisation qui fait que entre 25 et 50% du temps est non posté, c'est-à-dire pas de clinique. C'est-à-dire que entre un jour sur 4 et un jour sur 2, ça dépend des choix des différents collègues, mais ou une semaine sur 4, une semaine sur 2, comment on s'organise. Mais on peut être dans le bureau à faire autre chose que du soin direct envers les patients. Alors, ce temps-là, on l'utilise à quoi? On l'utilise pour nos formations personnelles, pour ceux qui veulent passer des DU, faire de la simulation, s'améliorer sur certaines pratiques. On peut s'en servir aussi pour former le personnel du service, donc les paramédicaux, infirmières, aides-soignants, kinés, psychologues du service. On peut s'en servir aussi pour participer et animer des groupes de travail au sein du service sur, je sais pas, la prise en charge des enfants de patients hospitalisés, la fin de vie, enfin voilà, plein de choses comme ça, ou des groupes de travail ECMO ou sur des choses un petit peu plus techniques. On peut aussi s'en servir pour participer aux sociétés savantes. Et moi, je suis actuellement sur mon deuxième mandat à la SRLF. J'ai été à la commission d'épidémiologie et de recherche clinique et maintenant je suis à la commission de la communication et des médias.
On peut s'en servir pour faire sa propre bibliographie, pour faire de la recherche aussi. Pour ma part, dans tout ça, j'utilise ce temps pour faire de la recherche. Par ailleurs, certains me trouvent un penchant un peu geek. J'en profite pour travailler à l'informatisation du service, c'est-à-dire que je m'occupe de tout le dossier informatisé et la programmation du logiciel qui nous sert à faire ça. Je fais également pas mal d'extractions sur base de données pour les collègues qu'on a besoin. Voilà, voilà un petit peu mon activité. Juste, si je peux me permettre, hein, c'est vrai que Grégoire, tu as bien fait de le préciser. C'est vrai qu'en réanimation, en tout cas, nous on le voit en comparant à nos autres collègues, c'est vrai qu'on a le temps de faire des activités hors clinique. Clairement, moi, à Corbeil, on avait à peu près le même rythme que toi. Et même au CHU, en fait, on fait plus de cliniques. Mais en fait, les journées en réanimation, elles sont organisées. Après, évidemment, il y a des journées où on ne se pose pas 2 minutes, mais on a toujours un peu de temps dans la journée pour souvent faire autre chose. Enfin, je veux dire, nous, tout ce qu'on fait là, ce qu'on vous décrit là, ce n'est pas des choses qu'on fait de 20h à 23h le soir en rentrant chez nous. Hein. C'est des choses globalement qu'on fait la journée. On arrive à prendre des gens. Moi, j'ai fait plein de DU parce que toujours pareil, j'ai toujours eu l'impression de devoir faire un peu plus parce que je n'avais pas l'internat de réanimation et j'ai à chaque fois pu faire les DU, aller au cours des DU sans souci. Ça, je pense que c'est important de le savoir. Oui, en effet, hein, quand on est dans un service de réanimation ou qu'on est une équipe, c'est plus simple de se libérer pour aller faire d'autres activités que quand vous êtes bloqué. La consulte, personne ne va voir vos 10 malades qui attendent de vous voir. La vacation d'écho, vous pouvez vous faire remplacer. Le bloc, il faut y être, il faut en dormir, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, en effet, l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses. Alors moi, je fais de la recherche clinique, de la clinique, souvent par intermittence, c'est-à-dire quand j'ai envie de faire de la clinique, j'en fais beaucoup, et puis ça passe, et puis je fais de la recherche. J'ai fait beaucoup d'activités extra recherche et clinique. Je me suis investie à l'hôpital, je faisais la commission des effectifs, et donc là, c'était assez marrant parce que de par notre rôle central, on évaluait et puis on aidait les jeunes à monter leur dossier de PH ou de MCU. Pour les PU, en général, ils n'ont pas besoin d'aide, ce qui permettait de connaître un peu tout le monde. La SRLF, j'ai adoré. Alors, pour vous dire, moi, j'étais une sauvage quand j'étais externe. J'arrivais, je prenais mes cours et je partais. Donc, je ne faisais pas l'association des jeunes, les fêtes, etc. Et c'est vrai que très vite, on arrive à se trouver d'autres activités qui vont nous intéresser. Donc, la SRLF, comme l'a dit Laura et Greg, c'était génial. Alors, au début, on voit ça comme c'est bien. Non seulement vous vous investissez dans la discipline, mais vous rencontrez des gens de la France entière, même outre-mer, etc. Vous avez des projets communs, vous avez un carnet d'adresses, et puis ça peut aboutir à des barbecues où on égorge une vache, comme Greg qui organise ça tous les ans au 14 juillet. Donc, vous créez vraiment des contacts, et ça vous permet après, vous avez envie de mener une étude, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous contactez les collègues et ça marche. Et sur le Covid, par exemple, on était une bande de potes qui avaient été à la cercle des commissions de recherche de la SRLF, et en quelques jours, on avait monté une étude de prospective avec 7 ou 8 papiers qui ont été publiés, mais il y a aussi le côté où on se demande l'avis, etc. À 3 heures du matin, ou je ne sais pas quand, David Grimaldi, de temps en temps, m'appelle en Belgique, ou Greg, on s'appelle pour avoir des avis sur des malades. Donc, la SRLF, ça crée vraiment un groupe, en fait. Vous avez un esprit, et c'est au-delà de ma promo, etc. C'est vraiment des modes d'exercice différents. Et puis, ça vous permet de dire, tiens, il y a un poste en Belgique ou je ne sais quoi, tiens, viens voir, et les gens t'appuient. Le CANI, on ne va pas trop en parler. Voilà. Et un truc exceptionnel que j'ai fait parce que j'étais réanimatrice, et je pense parce que d'autres réanimateurs l'ont fait, c'est travailler au ministère de la Santé par rapport à la crise Covid, etc. On avait été appelés pour travailler pendant 1 mois et demi enfermés au ministère pour aider à la crise. Et du coup, ce qui me permet de continuer à avoir une activité qui varie en fonction de la clinique. Et là, c'est génial parce que vous touchez à un truc que vous n'auriez jamais pensé quand vous étiez étudiant. Vous rencontrez le ministre, vous faites des trucs sur la vaccination, bon, c'est pas un succès, mais sur les réa, les anti, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une vision globale. Alors, quand on est médecin, on est un peu les rois du monde parce que finalement, dès qu'on bosse un peu, on peut arriver à aller un peu où ce qu'on veut. Mais très vite, on peut faire de tout. On peut être dans un board pour faire du journal.
on peut écrire des tribunes dans le monde, on peut aller faire un peu de politique, on peut faire de l'associatif. Donc, ça vous donne vraiment un large panel d'exercices de votre quotidien, en fait. Alors, on peut travailler le soir quand on est hyper bosseur, mais tout ça peut se faire aussi à heure ouvrable. Et effectivement, on a toujours un interne ou on a toujours moyen de s'arranger. Et sauf les journées où vous avez mis dans le guidon, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, on a quand même, de par l'exercice de nos fonctions. Pour ma part, du coup, moi j'ai un mode de fonctionnement un peu particulier dans mon service, parce que moi je travaille une semaine sur 3 de par l'organisation du service, ce qui me laisse un petit peu de temps pour avoir des activités annexes. Donc j'ai gardé une modeste activité de recherche. Je reste attaché à un laboratoire et je continue à encadrer quelques étudiants. J'ai aussi donné de mon temps pour la SRLF. Alors je rejoins plutôt ce qui a été dit précédemment, hein. C'est ce qui fait que j'irai probablement au prochain barbecue chez Greg et que je vais aller boire un verre chez Laura. Donc il y a une ambiance qui est tout à fait appréciable. Il y a énormément d'activités parallèles qui sont possibles de faire. Moi, je suis par exemple au Conseil de l'Ordre, à la commission de qualification au Conseil de l'Ordre, et aussi d'avoir une activité d'enseignement pour ceux que ça intéresse. Donc c'est vrai que c'est extrêmement riche en termes de pratique. On ne l'a pas évoqué parce que je crois qu'aucun d'entre nous quatre n'y participe, mais il y a beaucoup de réanimateurs qui travaillent par exemple sur des sujets comme le don d'organes. Donc on peut se retrouver coordonnateur de dons pour ceux que ça intéresse. Il y a évidemment des sujets d'éthique ou des sujets sur les familles. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la problématique du mieux vivre la réanimation. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Laura. Moi, j'ai eu une petite activité d'humanitaire, alors beaucoup moins loin et beaucoup moins exotique, mais ça ouvre ce genre de porte aussi pour ceux que ça intéresse. Massy, ça compte pas comme de l'humanitaire, Vulfran, hein, j'habite à Massy. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'enseignement, pardon, mais souvent les animateurs sont très impliqués à la fac. Et donc, je voulais passer l'activité d'enseignement où on organise les conférences des D4. On est en train de mettre en place avec Romain qui est à Bichat les conférences pour les quatrième années, pour les préparer à l'EDN. Donc, c'est vrai que souvent les animateurs sont assez impliqués à la fac, dans l'enseignement. Si vous aimez ça, il suffit juste de demander, on vous sautera dessus, sur la docimologie, sur les commissions éthique et bienveillance pour les étudiants. Donc, dès qu'on est volontaire, ne vous inquiétez pas, il y a plein de boulot et il y a plein de choses qui peuvent vous éclater et être fait en parallèle de la clinique. Beaucoup aussi dans les écoles paramédicales, hein, kiné, orthophoniste. Moi, j'ai fait des cours d'anat au manipulateur radio, enfin, toutes ces choses-là. Ouais, on a beaucoup d'ouverture là-dessus. Ouais. Et puis notre rôle, on l'a dit, le rôle un peu, je ne sais pas si central, c'est le bon mot, mais pivot en tout cas au sein de l'hôpital, ça nous permet, moi j'ai fait aussi pas mal de groupes de travail avec d'autres services, par exemple, moi j'adore l'obstétrique, et c'est vrai que quand vous êtes animateur et que vous proposez aux autres services de travailler avec eux, en général, ça se passe, c'est apprécié, ça se passe très bien, ça les rassure aussi, et moi j'ai fait dans tous les hôpitaux où je suis allée, à chaque fois je fais mon petit groupe obstétrico-réanimation et c'est hyper agréable en fait de connaître les autres services et ça se passe en général très bien. Merci à tous pour ces réponses très complètes. Alors je précise juste donc pour ceux qui nous regardent qui ne sauraient pas ce que veut dire SRLF, donc ça veut dire Société de réanimation de langue française, c'est donc la société savante de réanimation, de médecine intensive réanimation. Et effectivement, c'est un petit peu la grande maison donc qui gère l'aspect scientifique, on va dire, de la MIR, mais voilà, qui permet par ses commissions de regrouper plein d'autres aspects de la vie professionnelle. Et puis pour les plus jeunes, pour les internes, il y a donc l'ANGEMIR qui travaille très, très étroitement avec la SRLF. Donc, bah oui, comme vous avez pu voir, donc, les réanimateurs sont souvent très, très touche à tout et font beaucoup de choses. Et c'est aussi que le mode de travail nous le permet, hein, comme c'était dit. Comme on travaille en équipe, et ben, ça permet de se relayer très rapidement et de passer le relais quand on a envie ou besoin de faire autre chose. Et maintenant, on va embrayer un petit peu alors, sur le côté plus vie personnelle, puisque c'est aussi des questions qui sont très importantes et qui reviennent souvent. Et donc, bah, comment vous articulez votre vie professionnelle et votre vie personnelle?
Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous avez tous des enfants. Euh, Laura est même là avec. Et donc, bah, comment vous arrangez pour quand vous êtes garde pour de week-end voilà, comment ça se passe au quotidien. Et puis, comment est-ce que c'est facile les congés parentaux dans les services est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous-même ou pour des collègues? Alors, je passe mon tour parce que ma vie personnelle m'empêche 2 minutes de passer, sinon vous allez entendre des bruits. Non, c'est bon. Pas de souci, Léra. Non, ça a l'air d'être bon, pardon. Oui, donc bah, la vie personnelle. Bon, vas-y, Greg. Alors, la vie personnelle, bah, moi j'ai donc 3 enfants, une grande qui a 6 ans et des jumelles qui ont 2 ans et demi. La vie personnelle, enfin, moi ça se passe super bien. Alors, je sais pas si on sera amené à parler de notre temps de travail, mais alors, je vais pas en parler. Alors, vous me faites signe de tête, donc on va attendre un peu. Non, si, si, mais tu peux. Enfin, voilà. Globalement, moi, le matin, j'emmène les petites à la crèche parce qu'elles sont à la crèche de l'hôpital. Et le soir, donc je les emmène à 8 heures. Et le soir, elles finissent à 17h30. Elles pourraient finir plus tard puisque la crèche ferme à 18h30. Mais on a aussi envie de passer du temps avec nos enfants. Donc, on n'a pas mis au taquet sur l'horaire du soir. Et donc, à 17h30, et ben, c'est principalement plus mon épouse qui les récupère quand même, mais ça m'arrive très fréquemment de le faire. Alors, je récupère pas la grande à la sortie de l'école parce que dans mon village Chologno, la sortie de l'école, c'est à 16 heures. Donc là, ça fait quand même vraiment trop tôt pour quitter. Aucun problème pour poser les congés parentaux, c'est-à-dire bon, alors, évidemment les congés légaux autour de la naissance, mais alors surtout aucun problème pour prendre des jours à la dernière minute, parce que comme je vous disais, comme on a une partie de notre temps non posté, quand moi je suis de clinique, il y a toujours des collègues qui ne sont pas de clinique, et donc une des grandes forces de notre spécialité, c'est finalement de ne pas avoir de consultation nominative, par exemple, où vous avez rendez-vous à 10h30 avec le docteur machin, c'est pas un autre qui vous reçoit. Ben là, on peut très bien échanger de secteur. J'appelle un collègue, je lui dis voilà, faut que je garde ma gamine parce qu'elle est malade ou j'ai besoin de m'absenter pour faire une sortie scolaire. Est-ce que tu peux me remplacer sur le secteur? Je te revaudrai ça. Et donc, ça se fait sans trop de difficultés. Exemple, là en date, je suis de garde le jour de la rentrée des classes. Et ben, je prendrai ma garde en fin de matinée parce que la grande elle rentre au CP et que c'est quelque chose qui ne se rate pas. Donc voilà, c'est un collègue qui tiendra le bip de garde. Je ne serai pas là le matin, le service tournera aussi bien. Donc c'est quelque chose qui est largement faisable, la vie familiale. Et oui, comment je fais quand je suis de garde? Bah, l'avantage avec des jumelles, c'est que moi je dors quand je suis de garde, contrairement à la maison, mais bah, c'est mon épouse qui s'en occupe seule. Faudrait lui demander, mais je pense que ça se passe bien. Enfin, Julfran et Nadia peuvent peut-être en témoigner quand ils en ont parlé avec elle. Voilà. Et puis bah, l'avantage aussi, c'est d'avoir du temps en lendemain de garde, qui là est très intéressant pour continuer sa vie perso. Moi, je sais que je fais pas mal de sport en lendemain de garde. Et puis bah, là, par contre, je peux être à 16 heures à la sortie de l'école pour aller chercher ma grande. Et finalement, le coup de ah bah ce soir papa il viendra pas me chercher et ce soir papa dormira pas à la maison, et ben il est vachement remplacé par ah ouais mais il sera là à la sortie des parents et ça m'évitera de faire un petit peu de garderie en attendant qu'on vienne me chercher. Laura, peut-être? Pardon, oui, merci. Oui, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, on en fait un peu toute une caisse là, des réanimateurs qui n'ont pas de vie personnelle. Mais moi, je trouve honnêtement, hein, je trouve ça plus facile que par exemple, enfin, si on compare hein, sur les spécialités médicales. Moi, j'ai plein d'amis qui restent jusqu'à 19-20 heures à l'hôpital et c'est une réalité. Après, oui, on a une vie professionnelle qui prend beaucoup de place, mais c'est aussi parce qu'on le veut bien. Enfin, moi, si je parle pour moi, c'est parce que je le veux bien aussi. Et alors, effectivement, les repos de garde, enfin, je veux dire, c'est le bonheur hein, pour tous les trucs administratifs qui ferment à 15 heures. On est quand même les seuls de l'hôpital à pouvoir y aller. Moi, pendant mes repos de garde, je fais plein de choses. Alors,
En plus, enfin, vous verrez, après, quand on est senior, on dort quand même un petit peu plus en garde que les internes. Après, on est aussi habitué à pas dormir beaucoup, mais en repos de garde, moi, je fais énormément de choses. Comme disait Grégoire, on n'a aucun problème si on a un souci à pouvoir partir. Et c'est vrai que globalement, en réanimation, il y a quand même une bonne ambiance. En tout cas, vous choisissez des services où vous vous sentez bien. Il y a un vrai esprit d'équipe et ça pose en général aucun problème pour se remplacer, se rendre service. Enfin, de toute façon, c'est donnant-donnant. Moi, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai deux enfants, du coup, une grande de 4 ans et un petit là qui vient de naître. J'ai pas l'impression de louper toute la vie de mes enfants à cause de mon métier. Et au contraire, je suis plutôt fière de leur montrer une maman qui travaille, une maman qui est passionnée par son métier et qui des fois est pas là et qui des fois est aussi plus là que les autres parents. Pour l'organisation, bah oui, quand je suis de garde, moi c'est pareil, j'ai le père de mes enfants, enfin mon conjoint qui s'occupe des enfants et les week-ends, bah, c'est pareil. Quand je suis pas là, il s'en occupe. Et puis c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir aussi mes parents, donc des grands-parents qui peuvent gérer les enfants de temps en temps. Pour les congés parentaux, je n'en ai pas l'expérience personnelle ni de mes collègues, mais j'imagine que c'est possible. Et oui, les congés maternité, après, je pense que c'est pareil dans toutes les professions. Vos collègues, ils sont contents pour vous, moins pour le planning de garde, mais c'est la vie. Hein. Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai pas eu de réflexion. En tout cas, en face à face, j'ai pas eu l'impression d'embêter tout le monde à prendre un congé maternité. Voilà, après le congé maternité, oui, quand on revient, on a l'impression de. Mais voilà, moi, honnêtement, je trouve qu'en réanimation, on peut avoir une vie personnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tout cas, j'ai pas l'impression de rater ma vie personnelle pour mon métier. Oui, en fait, moi, je vais rejoindre tout à fait Laura et Grégoire. Donc, moi, j'en ai 4. Le grand, il a presque 12 ans. La numéro 2, elle a presque 10 ans. La numéro 3, elle a 8 ans. Et le numéro 4, il a 5 ans. Pas de problème pour prendre le congé mater. En général, dans les services, souvent, on arrête très tôt de faire des gardes. Et alors, la question qui revient souvent, c'est est-ce que les gardes, c'est usant? D'abord, rassurez-vous, les jeunes, avec l'âge, on dort moins. Donc, même quand on vieillit, on n'a plus besoin de dormir et de se lever à 15h le dimanche, c'est une réalité. Voilà, on dort moins et on se lève très tôt, même si on n'a pas les enfants, même si on est censé faire la grasse matinée, donc on a besoin de moins de sommeil. Alors moi, à un moment, honnêtement, j'en ai eu marre des gardes. Et puis, je suis allée aux États-Unis en disant que chouette, je ne ferais pas de garde dans mon expérience américaine. Et donc, pas les gardes, c'est-à-dire eux, les enfants, ils s'en moquent en fait. Comme disent Laura et Greg, ils sont contents, ils ont l'habitude, ils vous ont toujours connu en n'étant pas là 3 fois par mois ou 4 fois par mois. Et eux, ils sont contents parce que le lendemain, ils savent que vous allez venir les chercher à l'école et que ça va être la fête, etc. Donc, pour eux, c'est normal. Ils ne vous ont jamais connu en n'ont pas de garde. Et vous, à un moment, vous pouvez vous dire, ah, bah, fais chier les gardes, j'en ai marre, de ne pas dormir chez moi, etc. Bon, d'abord, quand on a des enfants en bas âge, ça vous permet de dormir. Parce qu'en général, on dort mieux à l'hôpital. Et avec l'âge, on gère mieux son temps. Quand on est jeune, on est un peu tout fou, alors on veut tout faire la nuit. Et très vite, on se rend compte que le mieux est la nuit du bien. Et honnêtement, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez appréhender vos gardes différemment. Et les 5 heures de sommeil que vous allez faire, effectivement, le lendemain, on n'a qu'une envie, c'est de partir de l'hôpital et aller faire autre chose. Et on le fait. Mais enfin, avec l'âge, moi, je dors quasiment tous mes lendemains de garde. Et ça ne me manque pas, quoi. Alors, on est un petit peu fatigué. Mais voilà, je dois faire 3-4 gardes par mois. Alors, j'ai la chance de ne plus faire de week-end. Je fais des astreintes, mais je fais plus de garde le week-end. Et effectivement, mais vos enfants, ils vous connaissent comme ça. Et je pense que c'est moins compliqué de sortir tous les soirs à 17h30 que d'enchaîner des consultes de 9h à 20h où vous avez la tête comme ça. Et en plus, vous devez faire le compte rendu derrière. Et donc, les États-Unis, ce n'était pas de garde, mais c'était des astreintes téléphoniques. Et en fait, c'est l'enfer, quoi. Et du coup, depuis que je suis de retour, mais j'apprécie les gardes. Vous êtes dans votre cocon, vous avez vos 20 lits, vous dormez. Vous avez votre interne. Et voilà, enfin, c'est comme tous les métiers. Et faire, je vous dis, de la consulte et les enchaîner jusqu'à 20h, c'est beaucoup plus compliqué que de faire des gardes. Je suis sûre qu'on va aussi évoluer vers un système. On nous posait la question des gardes de 24 heures, on garde en 12 heures. Mais j'allais dire, quand vous êtes là le matin, vous avez fait le staff, que vous connaissez par cœur vos malades, c'est beaucoup plus simple à 18h de prendre la transe et d'enchaîner
plutôt que d'arriver comme certains modes d'exercice, comme aux urgences par exemple, qui font les gardes en 12 heures. Mais peut-être que c'est également différent parce que les malades, c'est pas du soin continu. Donc les gardes, ben, on s'y fait en fait. C'est la vie et puis c'est notre métier et puis on aime ça. Et honnêtement, c'est pas plus usant. Et je pense pas que les réanimateurs soient plus usés que les cardiologues, les dermatologues ou les psychiatres. Et quand vous voyez autour de vous discuter avec des parents d'élèves, vous n'êtes pas moins épanoui ou plus épanoui que d'autres métiers en fait. Pour ma part, effectivement, pour la question du congé paternité, moi j'étais plutôt en avance puisque l'année dernière j'ai pu prendre 3 mois de congé parental. L'organisation de mon service me l'a permis, ce qui était assez confortable. Sur la répartition, il se trouve que ma conjointe pourrait mieux en parler que moi, mais je m'occupe plus de notre fille qu'elle n'a l'occasion de le faire. Donc je pense que ça témoigne du fait que j'ai quand même un temps personnel relativement important. Et je vais rejoindre un peu ce que dit Nadia et ce que dit Greg. Alors ça va faire vieux con, mais je suis quand même un peu moins vieux que Greg, donc ça passe. C'est que les gardes, il y a un temps pour tout en fait. Quand on est jeune et quand on est jeune interne, a fortiori, moi j'avais la dalle quand j'étais de garde, j'avais envie de pas dormir, de mettre des cathés, d'avoir 50 entrées, ça m'amusait beaucoup. Et je crois que c'est normal, enfin, c'est une étape, il faut apprendre son métier, pour ça il faut voir des malades. Et comme l'a dit Nadia, en fait vous allez apprendre à gérer vos gardes. Donc il m'arrive encore d'avoir des gardes où je rentre pas dans la chambre de garde et j'ai pas fermé l'œil, ça arrive. C'est quand même pas la norme et je travaille dans un service qui compte quand même un nombre relativement appréciable de lits. Mais pour la majorité des gardes, en fait, vous apprenez à gérer la garde, vous courez un peu moins après tous les moyens de ne pas dormir et c'est tout à fait tenable avec effectivement un rythme où moi je fais entre 3 et 4 gardes par mois et ça me laisse un temps personnel tout à fait appréciable. Donc, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Il est possible d'avoir une qualité de vie extrêmement appréciable et même très enviable dans nos spécialités et nos pratiques diverses. Mais il ne faut pas trop se précipiter pour éviter les gardes parce que c'est quand même assez cool. Et puis, faut le dire aussi, c'est que les gardes, ce qui est, moi, j'aime, enfin, on a toujours peur des gardes, mais moi, j'adore les gardes. Enfin, je veux dire, les gardes de nuit, vous avez une super relation. Enfin, déjà, même avec les internes, on est un duo senior-interne. En général, ça dépend des internes. Mais je veux dire, moi, j'aime bien ce duo. Et puis, le bip, enfin, voilà, on aime bien les gardes, en fait. C'est pas. Et puis après, vous partez le lendemain. Moi, j'aime bien le rythme de partir, de rentrer chez vous quand tout le monde va au travail. Enfin, voilà, on aime bien les gardes. Et ce qui est appréciable aussi, c'est sur la qualité de vie, c'est que on a de la chance, je trouve, d'avoir un salaire qui peut varier. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'argent pour partir en vacances ou des choses et de pouvoir faire un peu plus de garde pour avoir un peu plus d'argent. Et donc ça, c'est un côté non négligeable de pouvoir un peu jouer sur son salaire comme ça. Après, il faut être parfaitement honnête. Globalement, si vous voulez ne pas faire de garde, ne choisissez pas cette spécialité. C'est pas envisageable de choisir MIR si c'est votre hantise de faire des gardes. Enfin, c'est indissociable de la pratique. Les gardes, elles évoluent dans leurs caractéristiques, dans leur nombre, tout ce que vous voudrez. Mais quelqu'un qui dit les gardes, c'est un casus belli, il faut pas prendre MIR. Cela étant dit, je vois l'organisation des spécialités à Orléans. Si vous ne voulez pas être appelé la nuit, il ne faut pas faire une spécialité hospitalière. Parce qu'en fait, il y a les services à garde qui sont les 2 réanimations, les urgences, la cardiologie et SAMU-SMUR. Mais après, tous les autres, c'est-à-dire la pneumologie, la médecine interne, la gériatrie, l'endocrinologie, la radiothérapie, l'oncologie, bon, bref, j'ai oublié toutes les spécialités chirurgicales qui peuvent avoir des gardes ou médico-chir comme gynéco-obstétrique, mais enfin, toutes les spécialités qui n'ont pas de garde sur place ont un praticien d'astreinte qui est réveillé toutes les 2 heures par l'infirmière parce que monsieur machin, il a 39, est-ce que je fais des émocs, est-ce que je mets du paracétamol? Nous, pour ça, alors, ça donne peut-être pas envie de faire l'internat, mais passer l'internat, quand on est senior, c'est l'interne qui prend l'appel et qui règle ça. C'est un peu le firewall à toutes les questions qui peuvent être Donc vous avez compris, hein. Si vous prenez MIR Orléans, vous ferez les émocs de Greg. Hein. non, mais dans les étages, ils sont appelés tout le temps, les pneumologues. Je sais que nous, pour prendre l'exemple des pneumologues qui tournent hyper bien, qui ont de la VNI en aigu dans les étages et tout ça, enfin, c'est un bon centre de pneumologie. Ils sont dérangés continuellement au téléphone. Le lendemain, après avoir été réveillés 8 fois par l'astreinte, ils retournent au turbin et ils font les consultes jusqu'à 19h. Alors que nous, le lendemain,
passé le rapport de garde, on rentre chez nous et le téléphone ne sonne plus. Et on peut faire les tâches administratives, on peut faire du sport, on peut faire de la musique, on peut s'occuper de ses gamins. Alors c'est certain, quand on a dormi 3 heures, je ne vais pas vous dire que quand on a dormi 3 heures, on passe une excellente journée avec un enfant de 4 mois qui pleure continuellement, évidemment. Et donc moi, par exemple, mes enfants, ma grande quand elle était en bas âge et là mes jumelles, elles sont à la crèche quand je suis en lendemain de garde, je ne m'en occupe pas avant d'aller chercher la grande. Bon, parce qu'on a besoin d'un peu de repos, on aime se mettre devant une série et tout ça. Mais voilà, on a le truc qui se coupe avec le lendemain de garde, ce que les autres n'ont pas. Ils ont la journée qui continue. Bon, bah, merci à tous pour ces précisions. Il y a eu pas mal de renseignements sur les gardes, mais il y a quand même pas mal de questions de nos futurs collègues éventuels sur le temps de travail par semaine ou par mois, sur le nombre de week-ends travaillés, et puis est-ce que c'est que les gardes de 24 heures dans vos services? Et la dernière question que j'ai vue passer, c'est est-ce que vous ne pensez pas que finalement, avec l'âge, on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais avec l'âge, le nombre de gardes vient comme ça pendant 35 à 40 ans? Alors, moi, juste sur le temps de travail, c'est toujours un peu variable. Moi, les gardes, après, c'est un choix aussi. Dans mes services, globalement, si on ne voulait pas beaucoup de gardes, c'était 3-4 par mois. Moi, j'en prenais plutôt 5-6 parce que j'aime bien les gardes. Les week-ends par mois, alors entre les astreintes et les gardes, globalement, je dirais qu'en période où il y a peu de gens en vacances, c'est plutôt un week-end sur 3. Après, les périodes un peu plus tendues de vacances, ça peut être 1 sur 2, mais pareil, je veux dire, on ne se voit pas imposer des week-ends qu'on veut absolument pas faire. Enfin voilà, c'est les plannings de garde, ça se fait entre collègues et ça se fait de manière en général sympathique. Et vous ne faites pas imposer un week-end où vous voulez absolument partir en week-end où vous avez l'anniversaire de la grand-mère. Et les gardes, moi, les gardes, ça a toujours effectivement été des gardes de 24 heures avec juste la petite nuance qu'on dit garde de 24 heures, mais les gardes de 24 heures, pour moi, c'est vraiment le dimanche et le samedi. La semaine, on ne les vit pas en garde de 24 heures, en fait. Moi, en tout cas, je trouve qu'on a notre journée normale avec les collègues et après, finalement, la garde, elle commence moi, je trouve, elle commence à 18 heures quand vous vous retrouvez tout seul. Je n'ai pas la sensation de faire 24 heures de garde le mardi, quoi, contrairement au dimanche. Et je rejoins, je crois que c'est Nadia qui a dit ça tout à l'heure. Moi, je ne voudrais pas arriver à 6 heures. Enfin, pour avoir fait des gardes d'extérieur ou des gardes dans d'autres hôpitaux où là, vous prenez la garde à 18 heures. Moi, je n'aime pas en fait parce que vous n'avez pas vécu la journée, vous ne connaissez pas bien les patients. Moi, je préfère être là la journée et enchaîner sur la garde personnellement. Et juste, Laura, si tu peux nous préciser, en dehors des gardes, une journée type, c'est de quelle heure à quelle heure en général? Hors urgence, évidemment. Ouais, journée type, pas débordée et pas il n'y a rien à faire. Moi, je dirais qu'en réanimation, ça commence à 8h45, 9h. Et on essaye de faire les transmissions à 17h pour être parti à 18h. Moi, moi, j'aime encore beaucoup l'activité de garde, donc j'en fais 5 par mois, entre 4 et 6, quoi, ça dépend des mois. Évidemment, quand il y a les mois avec les vacances, bah, il n'y en a que 2. Bon. Les horaires, nous, on démarre à 9 heures le matin. Alors moi, j'aime bien arriver plus tôt pour voir mes patients, lire les dossiers, tout ça, donc ce qui fait que j'arrive juste après la crèche vers 8h15, mais on peut arriver à 9 heures au staff. La majorité des collègues font ça. On a une activité de visite qui pousse jusqu'à midi et demi, 13 heures. Activité de visite qui, en fait, les internes d'Orléans pourront témoigner, en plus de faire mes émocs, c'est quand même principalement les internes qui font la visite. Hein. Nous, on voit moins de patients et on les revoit tous en faisant une CV en fin de matinée. Donc, ce qui fait que déjà sur le matin, je peux avoir du temps un petit peu haché, mais du temps dans le bureau pour faire autre chose. On va manger vers 13h, 13h30 et après on a l'activité qui c'est voir les familles, poser des cathéters non urgents, les choses comme ça. On fait la transe entre 15h et 17h suivant l'activité de la garde, ce qui fait qu'on est tous partis potentiellement entre 17 et 18h, voire plus tôt si on n'était pas en activité clinique.
Ça représente pile poil le temps légal de la durée de travail d'un praticien, c'est-à-dire 48 heures par semaine. Sachant que dans les 48 heures, je compte les heures de la garde. Si je fais un lundi de garde, j'ai 24 heures. Le mardi, j'ai rien. Et puis, je compte le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Autre chose importante dans l'activité de temps de travail, c'est que en termes de salaire, quand on fait des gardes, eh bien, si les gardes sont des veilles de jours fériés, enfin des veilles de jours non travaillés ou des jours non travaillés comme les week-ends, c'est du temps qu'on peut rattraper dans la semaine ou qu'on peut se faire payer de manière majorée. Donc moi, pour ma part, ça me fait tous les 4 mois, j'ai un mois de salaire en plus, en gros. Ouais, bah ouais, mais je prends des week-ends. Donc voilà, j'ai à peu près un mois de salaire sans garde, hein, mais tous les 4 mois, ouais, ça fait à peu près ça. Donc ça arrondit quand même énormément les fins d'année. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur l'organisation, mais c'est ce que j'en dirais. Alors moi c'est un peu particulier. En tant qu'hospitalo-universitaire, le temps est un peu organisé différemment. D'abord, je fais en général 3 gardes par mois, parce que je suis en service où on peut le faire. Après, si c'est les périodes de vacances où je n'ai pas mes enfants, je fais des week-ends. S'il faut en faire plus, j'en fais plus. Mais en général, 3 gardes par mois, moi, ça me suffit. Et ensuite, pour le temps, je l'organise un peu comme je veux. Quand je suis clinique, il y a des horaires. Et en général, quand je ne suis pas de garde à 18 h, je ferme la porte de mon bureau et je m'en vais. Parce qu'on bosse, on donne. Et puis, moi, de temps en temps, je fais des trucs le soir. Quand je ne suis pas de clinique, il m'arrive… alors, on est HU, donc on est à demi-équivalent. On est à moitié employé par l'hôpital et à moitié employé par l'université. Quand vraiment j'en ai marre, moi je fais du télétravail aussi et je pense que c'est un truc qui va se développer. Donc je reste chez moi et puis je bosse, je fais de la recherche, j'avance mes trucs. Quand on a besoin d'être chez soi et avancer différemment, sachant qu'effectivement mes journées elles peuvent être faites différemment. C'est-à-dire que oui, je vais peut-être aller chercher mes gamins à 4 h alors que je ne sors pas de garde. Et puis le soir, je vais un petit peu bosser. Donc voilà, je pense qu'on en fait beaucoup et qu'on n'a rien à se reprocher et qu'on peut organiser quand on vieillit un peu et quand on est dans des équipes qui nous font confiance, notre temps de travail comme on veut. Donc, je ne pourrais pas vous donner un ordre d'horaire parce que j'aime bien bosser et que ça fait partie de mon quotidien, mais j'ai un agenda assez libre et je n'ai pas de sauf garde ou réunion, etc. Mais en général, on va dans les réunions qu'on choisit et on fait des activités en plus parce que ça nous plaît. J'ai pas de grosses contraintes en termes de vie personnelle et privée. Et encore une fois, on fait ce métier parce qu'on l'aime. Et les gardes, comme disait Laura, il y a un milieu particulier, il y a une ambiance particulière. Voilà. Après, quand vous avez, c'est comme n'importe quelle spécialité, et vous travaillerez comme vous en aurez envie de travailler. C'est-à-dire que si vous voulez faire une thèse de science, si vous voulez écrire un papier, si vous voulez vous engager à faire des congrès, si vous voulez vous engager dans l'Angemire, comme quand vous étiez engagé quand vous étiez étudiant, effectivement, vous allez devoir de temps en temps bosser le soir, de temps en temps bosser un week-end. Mais j'allais dire, vous n'êtes pas là par hasard, mais vous ne bosserez pas plus que dans d'autres spécialités. Et honnêtement, de par le travail en équipe, de par l'organisation, de par l'absence de consultation, c'est beaucoup plus malléable et beaucoup plus propice à une qualité de vie. L'anesthésiste, quand il va au bloc, il est là à 7 h. Le cardiologue, quand il va faire une coronagraphie, il est là à 8 h. L'oncologue, il est dérangé à 3 h du matin parce qu'il faut décider s'il a des réanimateurs ou pas. Donc, quelle que soit la spécialité, vous êtes appelé à avoir des contraintes horaires et à être réveillé la nuit. Pour ma part, donc moi en termes d'emploi du temps, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, je travaille une semaine sur 3 et donc un week-end sur 3. Moi, mes journées, je constate que je suis celui qui bosse le plus visiblement, puisque nos journées commencent plutôt à 8h20, 8h30, nous les trans sont à 8h30, et on fait la transmission le soir, plutôt entre 18h et 18h30, donc je pars vers 19h. Ce qui fait des bonnes journées, donc je bosse entre 10h et 10h30 sur la journée où je suis à l'hôpital, mais comme c'est une semaine sur 3, c'est beaucoup plus supportable. Je fais en moyenne entre 3 et 4 gardes par mois. J'ai regardé par curiosité l'année dernière, j'ai fait 26 gardes, donc c'était plutôt 2 par mois, mais comme je vous ai dit, comme j'ai pris 3 mois de congé, ceci explique la diminution de la moyenne.
Bon, je rejoins ce qui a été dit. Encore une fois, je pense que c'est des choix. Moi, il m'arrive de bosser le soir en rentrant quand je dois finir un papier ou préparer un congrès ou que sais-je. Et il m'arrive aussi de ne pas bosser. Donc, pareil, quand vous serez interne, vous aurez un certain nombre d'obligations et puis je pense qu'il faut y passer. Mais après, vous adapterez votre emploi du temps et votre mode de fonctionnement à ce que vous voulez faire. Si vous mourrez d'envie de faire de la recherche et que vous adorez ça, moi j'aime vraiment bien ça, bah, ça vous pèsera moins de bosser dessus. Et puis si vous avez plutôt envie de faire du tennis ou une activité quelle qu'elle soit d'ordre personnel, bah, vous ne bosserez pas le soir. Donc, faut pas trop dramatiser sur la charge de travail. Notre métier, c'est un peu ce qu'on en fait aussi. Et puis juste le message qu'on veut faire passer, c'est qu'en fait, on l'aime, hein, notre métier. Enfin, je veux dire, après, enfin, tous, enfin, vraiment, on a du plaisir. Enfin, je parle pour tout le monde parce que j'ai quand même l'impression. Enfin, en fait, on l'aime, notre métier, donc c'est pas une corvée. Enfin, moi, ça n'a jamais été une corvée d'aller à l'hôpital. Ça n'a jamais été, comme dit Vulfran, les activités. Il y a une grosse différence quand même pendant l'internat et après, quand vous êtes chef pendant l'internat, vous avez certaines contraintes. Des fois, si on vous demande de faire enfin voilà, il y a un papier qu'on vous demande à faire, vous n'avez pas toujours choisi. Après, quand on est senior, on choisit ce qu'on fait en fait. Donc, effectivement, les gens qui ne sont pas médecins, ça les choque, mais quand le soir on parle, mais c'est un peu comme les soirées médecine, on a tendance à beaucoup parler de notre métier. Il y a des gens que ça choque, qui disent mais vous parlez que de ça, mais c'est parce qu'on aime en parler en fait. Donc, enfin voilà, moi je veux bien citer toutes les contraintes qu'on a, mais en fait le message c'est que ce qu'on fait, on aime ça en fait. Donc oui, des fois il y a des moments pénibles, etc. Mais enfin, globalement, on aime s'occuper des patients, on aime faire les choses qu'on fait. Enfin, moi, je trouve que… Et je rebondis sur ce que tu dis. On a tendance à présenter notre travail comme étant facilité par la présence des internes, ce qui est vrai. Cela étant dit, moi, mes internes, ils sont partis à 18h, 18h30 du service également. Ils ont les lendemains de garde. Ils font pas plus de week-ends que nous. Donc, ils ont des journées qui sont plus chargées dans le sens où ils sont dans les unités quand même, plutôt dans les unités et ils n'ont pas de bureau dans lequel ils peuvent faire autre chose et traiter leurs mails. Il faut Mais bien avoir des malades à un moment. oui, exactement. Et quand on parle avec des internes qui viennent d'autres DES, maladies infectieuses, pneumologie, machin, on leur dit ça va, ils disent bah, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'autant de gardes puisqu'on est des spécialités qui prenons 2 gardes par an aux urgences et donc voilà. Mais par contre, on sort beaucoup plus tôt et on ne revient pas bosser gratuitement le dimanche matin pour faire les courriers. Et voilà. Alors, je Et on est plus pense. seniorisé finalement. On est plus seniorisé Et en plus, quand on a besoin exactement, il y a le bip du senior qui décroche en moins de 3 sonneries. On n'a jamais de problème, seul avec une famille compliquée, avec un malade qu'on ne sait pas gérer, il y a toujours un médecin senior avec nous, et pas quelqu'un qui est à la consultation et qui dit écoute, tu te débrouilles, moi je finis à 18h30, on verra à ce moment-là. Hein, donc, c'est à mon avis, enfin, moi je ne l'ai pas vécu comme un internat contraignant sur mes 2 semestres que j'ai fait. Et je pense que pour les internes qui font de la réanimation, c'est des journées qui sont plus cool que dans d'autres services. Voilà. Les internes, c'est les rois du monde hein, en réanimation, parce qu'en général, ils sont chouchoutés et puis ils ont l'engagement qu'ils veulent prendre. Et vous êtes meilleurs que nous très tôt parce qu'on vous forme très tôt à avoir un panel de connaissances. Nous, on est passé par des spécialités, du coup, on était un peu handicapés sur les gestes, etc. Nous, on voit bien les nouveaux mires, là, au bout d'un an, ils ont fait 6 mois de réa et 6 mois de gestes. Et moi, il y a certains, voilà, vous êtes assez autonome et très vite, vous allez vous spécialiser prendre une coloration, mais vous aurez toutes les bases, en fait. Et les internes, ils sont en arrière-plan quand ils le veulent, ils sont là pour apprendre, ils sont toujours accompagnés. Et s'ils veulent prendre des décisions et s'ils veulent aller aux urgences, c'est vers leur le dit quand on dit vas-y. Donc, effectivement, il y a des contraintes parce qu'il faut que vous assistiez à des cours, parce qu'il va falloir passer une thèse, parce que vous avez certaines évaluations, mais il n'y a pas le stress de dire le malade ne va pas bien, c'est ma faute, ou je ne comprends pas ce qui se passe, etc. Comme disait Laura tout à l'heure, en garde, vous êtes un binôme en fait. Et ça, c'est souvent un trinôme parce qu'il ne faut pas oublier l'externe, il ne faut pas oublier l'enfant. Mais voilà, souvent, c'est assez plaisant comme mode d'exercice. Vous n'êtes pas tout seul. On n'oublie pas, il fait le gâteau en général. Pardon? On n'oublie pas le dessert, il fait le dessert. Et on n'oublie pas l'externe, il fait le dessert. Mais c'est important, chacun son rôle.
Mais non, et puis je sais pas, moi, pour être passée aussi dans des services de médecine, je trouve qu'en réanimation, je vous disais, il y a une super bonne ambiance entre collègues. Et puis nous, avec les internes, je veux dire, enfin, on sort, enfin, il y a une très bonne ambiance avec les internes qu'on retrouve pas toujours. C'est pas négatif hein, de comparer avec les autres spécialités, mais on retrouve pas toujours cette ambiance-là dans les autres spécialités médicales. L'univers de la réanimation, ce qu'on vit, les trucs graves, en fait, finalement, ça soude et je trouve qu'on est très liés en réanimation et les équipes et les paramédicaux le disent aussi. Hein. Je trouve qu'il y a une ambiance en réanimation qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, en tout cas en réanimation. Oui, effectivement, merci à tous pour cette description très large. Effectivement, je pense que c'est le travail d'équipe globalement, hein, parce que donc, on a souvent dit, bon, bah, quand on est chef, il y a certaines missions qui reviennent à l'interne. C'est pas que l'interne fait tout le travail, c'est qu'en fait les missions sont réparties. Et donc, ça permet en fait bah, de travailler en équipe et que chacun s'occupe d'une partie du travail et que c'est comme ça avec les internes et avec les autres praticiens du service, je pense. Voilà, alors on a déjà pas mal avancé. Je vais vous poser juste dernière question à répondre très rapidement. Et puis après, on répondra aux questions des participants, des gens qui nous regardent. Alors très rapidement en quelques phrases, puisque bah, ceux qui nous regardent vont peut-être choisir MIR maintenant. Et donc, comment vous pensez que quand ils seront eux, c'est-à-dire d'ici 5-10 ans, au cœur du métier, comment vous pensez que la réanimation aura évolué? Comment la MIR sera dans 10 ans? Quelle, quelle évolution il y aura sur les pratiques et les patients, et éventuellement sur le temps de travail aussi? Comment vous voyez ça? Rapidement, en une, deux phrases. Bon, je continue de commencer. Rapidement, je pense que ça va évoluer. Je pense qu'on parle beaucoup de qualité de vie, etc. Donc, je pense que ça va évoluer dans ce sens. Il y a quand même une féminisation, mais dans toutes les disciplines hein, en médecine. Donc, je pense que ça aussi, ça va peut-être changer un petit peu les choses. Je pense que ça va évoluer différemment, mais comme évolue un peu la société, on fera peut-être un peu plus gaffe à la parité, etc. Et puis, je pense qu'on favorisera la formation. Je trouve qu'on est de plus en plus euh, enfin, en tout cas, on favorise plus la formation. Et puis, sur les patients, je pense que là, récemment, il y a plein de travaux sur l'éthique, sur patients, famille, proches. Moi, ça m'intéresse énormément aussi. Donc, je pense qu'on va être meilleur dans la prise en charge des familles, des proches. Voilà. Je pense que ça va évoluer avec la société, en fait. Alors, comment je vois dans les années qui viennent? Premièrement, je pense que les gardes de 24 heures, c'est quelque chose qui va être amené à changer parce que ce sera sûrement plus en 12 heures. Je pense que les réanimateurs auront le potentiel pour être les rois du pétrole parce que finalement, avec les médecins urgentistes, ce seront les deux seuls spécialistes à être présents sur l'hôpital pour gérer les patients tout venant. Tout venant, c'est hors cardiologie, gynéco-obstétrique, pédiatrique, mais vraiment tout venant. Et finalement, bah, quelqu'un qui a besoin d'une transfusion la nuit, bah, dans les étages avec un médecin d'astreinte, ça n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'on fera appel au réanimateur. Et donc, plus on fait appel à vous, plus vous avez de poids dans la négociation. Voilà. Ensuite, je pense que ce sera aussi assez... Enfin, ceux qui vont arriver sur le marché dans 5 ans, ils seront très avantagés parce qu'il y aura plein de postes de libre qui leur permettra de choisir leur type d'activité, leur lieu d'activité et sûrement même leurs conditions d'activité. Donc ça, les enquêtes épidémiologiques sont vraiment très très claires sur le nombre de postes disponibles qui sont au-delà de 100 internes formés par an. Hein. Donc voilà, d'ici 5 ans, il y aura sûrement beaucoup de place par les départs en retraite. Voilà ce que j'en pense. Ben, la mire de demain, ça sera celle que vous voudrez. Hein. Je pense que ça fait un peu vieux cours, mais déjà quand on voit Sacha et Kiran et puis Mire, vous êtes différents, vous faites ce que vous aimez, vous ne vous laissez pas imposer des choses qui ne sont pas de votre domaine.
Et je pense que la médecine, en général, et pas que la mire, va évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on travaille, on fait ce pour quoi on est payé, on ne fait pas des choses complètement aberrantes. Et quand on le fait bien et on peut dépasser son temps de travail. Et effectivement, il y a quand même une tendance à diminuer la présence au travail, au temps partiel, à faire autre chose. Bien sûr, on ne peut pas être toute sa vie à 10 gardes par mois et à faire que de la clinique, on devient fou. Hein, voilà. Et donc ça, tout le monde l'a bien compris. La crise a mis en lumière l'importance de la réanimation et de par le vieillissement de la population et les comorbidités lourdes, le soin critique, ça va prendre une place fondamentale. Et quand on voit l'Allemagne, les États-Unis, etc. Aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, aux États-Unis, vous avez besoin d'être diplômé en soins critiques et c'est ça qui fait que vous êtes payé plus. Donc en France, on va se diriger vers ce type de système où le réanimateur va être au centre et va exercer en fonction de ce qu'il a envie de faire. Hein. S'il a envie de se décharger les surrénales en faisant du polytrauma, ben, il va faire du polytrauma. Et puis s'il veut faire de la réadaptation du post-réanimation, il fera du post-réanimation. Et il pourra le faire dans le privé, dans le public, à temps partiel, en ayant fait 6 mois en Guyane. Et donc vraiment, c'est pas limité. On a souvent une vision très limitée du flux parisien, de la recherche, du côté je me fouette. Mais vous avez vu ce soir que c'est pas du tout ça la réalité. Je souscris évidemment à tout ce qui a été dit avant et sur les évolutions qui vont suivre les évolutions de la société, notamment la féminisation et puis la priorisation donnée à la qualité de vie. Je dirais que sur l'évolution plus pragmatique de notre spécialité, on va être un peu à la convergence entre deux impératifs apparemment contradictoires. C'est d'une part qu'on a été une spécialité qui a très souvent été en avance sur les questions d'éthique et je pense que ça va être de plus en plus prégnant et c'est très intéressant, vous verrez, sur les interactions avec les familles et sur la gestion de situations humaines complexes. Et à l'inverse, on a aussi une spécialité qui est éminemment technique, avec à la fois sur les gestes techniques, donc ça c'est ce qui vous excite tous, vous allez mettre vos premiers KT, vos premiers tubes, etc. Vous allez voir qu'en fait ça c'est clairement pas le centre de la spécialité à long terme, mais par contre sur le plan technique on génère beaucoup de données. Je trouve que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et tous les malades, vous le savez, en réanimation ils ont des scopes, donc on surveille leur fréquence cardiaque, leur température, etc. Et ça génère des volumes de données extrêmement importants. Ces sources de bases de données peuvent être des outils très intéressants pour utiliser de nouvelles techniques de recherche comme du machine learning ou des choses comme ça. Donc, je pense que finalement, l'avenir, ça va être la conjonction à la fois de choses très quasi philosophiques, éthiques et extrêmement intéressantes sur le plan humain, et à l'inverse de choses très techniques et très intéressantes sur le plan recherche. Donc moi, je pense que le futur, c'est ce qu'on en fait, mais c'est plutôt assez excitant. Bien, donc merci beaucoup à tous les quatre pour vos réponses à toutes nos questions. On va maintenant passer aux questions des plus jeunes qui sont intéressés par nos spécialités. Il y a pas mal de questions on va commencer peut-être par les débouchés, pas mal de questions sur, donc Grégoire, tu as commencé à y répondre, mais les débouchés en CHU, les débouchés en CHG, et puis est-ce que finalement les MIR à long terme pourront travailler dans les réanimations les réanimations chirurgicales, pardon, les réanimations spécialisées d'organes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il y a un message à passer, c'est que là, la plupart des gens qui nous regardent sont probablement des externes, donc ils ont un point de vue, comme l'a dit Nadia, qui est très CHU centré. Et en fait, soyez lucides sur le fait que ce n'est pas 100% de la médecine française. Il y a des gens dans le privé comme moi, en CHG, des gens qui font un peu les deux, etc. Sur la question de où pourront exercer les MIR, soyez lucides, c'est pas tellement la spécialité qui compte, c'est la relation que vous aurez avec le chef de service ou avec les autres membres du service. Que vous soyez MIR, MAR, urgentiste, comme certaines autour de la table. Si ça se passe bien, que vous êtes un bon docteur et que vous êtes une personne avec qui il fait bon travailler, on aura envie de vous prendre dans l'équipe. À l'inverse, vous pouvez faire n'importe quelle spécialité. Si vous êtes un sale con, on n'aura pas envie de vous travailler avec vous. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec Vulfran. Je pense qu'à chaque fois, on se demande est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut. En fait, on est médecin, hein, on n'est pas de enfin, je veux dire, on peut tout ce qu'on veut quand même. Enfin, et je suis tout à fait d'accord avec Vulfran que quand on se donne les moyens, si on s'entend bien avec les gens, et évidemment, après, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et d'aller faire de la cardiologie si on n'a jamais fait de cardiologie, mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il faut être motivé, avoir des raisons de le faire. Et enfin, moi, je ne suis pas inquiète sur le débouché. Non, je suis pas inquiet non plus. Hein. Je suis pas inquiet non plus. Vraiment, je pense que être formé à la réanimation, au sens général, ça ouvre à tous les métiers des soins critiques. Et qu'en fait, la dichotomie med-chir, cardiaque, pneumologique, neurologique, du gros orteil, des anticorps, machin, ça veut rien dire.
C'est-à-dire que, comme le disait Nadia, ils font tous des infections sévères, et c'est ça le cœur de notre métier. Ils ont tous un désordre hémodynamique à un moment. Enfin voilà, et il y a une relation particulière avec les patients et leurs proches. C'est ça la réanimation. Et après, on peut l'enrober sous n'importe quel bout de la lorgnette d'une hyperspécialité, mais au final, c'est la même spécialité. Et donc, ça peut être, il y aura que les gens formés à la réanimation qui pourront participer sur ces postes-là. Voilà. Donc, je ne vois pas comment un anesthésiste pourrait être refusé d'une mire. C'est-à-dire que nous, on est orienté mire polyvalente. Il y a un anesthésiste qui sonne à la porte et qu'il a un bon CV, qu'on s'entend bien avec lui et qu'on a un poste, et ben, il viendra parce que voilà, enfin, il faut des bons médecins pour soigner les gens. Et au même titre que je ne vois pas un mire qui se ferait refuser la place dans une réanimation à majorité d'anesthésistes. Enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est. Vous savez, les équipes, elles ont besoin de monde pour travailler, d'une bonne ambiance et d'un professionnalisme qui veut que quand on arrive le matin, les patients qu'on a à la visite, ils ont pas mal dormi de la garde qui a mal été gérée, quoi. Ben voilà, après, quelle que soit la spécialité d'origine, quelle que soit la formation du praticien, si les médecins sont bons, il faut qu'ils travaillent auprès des patients. Mais merci pour ces réponses. Donc évidemment, enfin, je pense que vous avez tout à fait raison. Je recentre juste un tout petit peu la question sur les gens qui nous regardent, qui sont face à un choix et qui doivent choisir actuellement un DES. Et effectivement, je pense que vous avez raison. Les, les, les limites entre spécialités sont pas fermées. Il y a toujours des portes et il y a toujours la possibilité de finir par faire ce qu'on aime, quel que soit le DES qu'on ait choisi. Toutefois, c'est quand même important enfin, c'est la question du jour, hein, c'est important de choisir le bon pour bien s'orienter, on va dire. Et on va dire que d'un point de vue très, très théorique sur le papier, mais qui reste quand même, on va dire, la majorité des cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le DESMIR permet de travailler dans les réanimations dites polyvalentes, ou avec une activité polyvalente, et les réanimations qui vont être spécialisées sur les patients médicaux, donc ça c'est essentiellement dans les CHU, et ne permet pas de travailler dans les soins intensifs spécialisés d'organes, puisque ça reste plutôt de la compétence des spécialistes d'organes, hein, les soins intensifs de cardio, digestif, etc. Ne permet plutôt pas de travailler dans les réanimations spécialisées chirurgicales. Et donc, on avait quelques questions sur la filière spécialisée du polytraumatisme, donc du patient polytraumatisé. Et donc, c'est essentiellement des patients qui sont pris en charge dans les réachir. Et donc, ce n'est pas prioritairement le domaine de compétences vers lequel vous allez vous orienter avec un DES MIR. À nuancer, hein, je vous passe la parole, mais voilà. Et donc, enfin voilà. Donc il y a quand même. Après, il y a deux manières de répondre à ça quand même. C'est que d'une part, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop binaire et il faut sortir encore une fois du point de vue très, je suis désolé Nadia, mais très CHU centré parce que dans la plupart des hôpitaux de France, il n'y a pas 5 réanimations en fait. Il y a une réanimation comme chez Greg ou comme chez moi qui prend un peu tout. Alors moi, je ne fais pas de polytro parce que c'est pas le cœur de cible de notre hôpital, mais dans la plupart des cas, la réanimation, elle fait un peu tout. Elle fait le choc cardiogénique, le traumatisé grave et puis l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Donc je pense que c'est quand même un élément. Puis deuxième chose, c'est que le polytro, en fait, c'est chiant. Vous n'allez pas avoir envie de faire ça à 30 ans. C'est un peu un fantasme, ouais. Et puis Ouais, les Ouais. polytros, enfin, je veux dire, il y en a c'est plus. pas, enfin, ouais, tout le monde peut, enfin, désolé, hein, moi je suis d'accord, enfin, le polytro, c'est un peu un fantasme de Pas tout le monde, du mais tout c'est intéressant. pas compliqué, hein, enfin, c'est pas très Et puis il y en compliqué, a tout le monde peut plus. le faire. Il y en a plus en plus. Ça part dans des réanimations hyper spécialisées, Mm. des polytraumatismes. Je pense qu'il vaut mieux se spécialiser dans la microangiopathie thrombotique. Vous en verrez plus que des polytraumatismes. C'est une pathologie il y a des centres spécialisés qui ont des normes séries et tout ça, mais c'est quelque chose qui n'existe plus. Et si vous voulez Voilà. faire que ça, oui, il faut probablement faire AR. Si votre passion, c'est de faire du polytro extrêmement pointu, il faut probablement faire MAR. Enfin, faut être lucide. C'est pas le cœur de cible d'Emir de faire du patient tout cassé. Voilà, l'objet de ma remarque, c'est surtout hein, que personne soit déçu à l'issue de son choix et qu'on ait donné tous les éléments Vous pour. ne serez pas déçus, il faut être positif. Hein. Globalement, comme on l'a tous dit et répété,
quelle que soit la spécialité que vous prenez, enfin, votre avenir professionnel, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le construisez. Donc, moi, j'ai dans mon service des cardiologues, des gastro de formation. J'ai même un mec qui a fait santé publique comme internat initialement, c'est pour dire. Et au final, c'est des bons docteurs. Enfin, donc, j'ai croisé de très bons réanimateurs médicaux, de très bons réanimateurs chirurgicaux, et gens très malheureux dans les deux spécialités. Donc, faut un peu dédramatiser le fait que, quoi qu'il en soit, vous pourrez être heureux dans la spécialité. Je voulais rebondir, moi, juste parce que je vois des questions défiler là. Il y a une nostalgie de quelque chose que les externes n'ont pas connu, qui est le DES avec le DSC comme nous, ce qu'on a pu faire. C'est-à-dire choisir une spécialité, moi la cardiologie, et puis bifurquer sur la réanimation, en croyant hypothétiquement qu'on puisse redevenir un jour cardiologue. Alors on peut toujours discuter les avantages et les inconvénients. Il y a un truc notable, moi je me souviens dans mon internat, c'est que quand j'ai fini mon internat, on m'a donné un bip de chef de réanimation. J'avais fait 2 semestres de réanimation. Je me souviens, j'ai pris des gardes avec des vieux internes d'anesthésie qui avaient fait plus de réa et de bloc que moi et qui me laissaient intuber pour m'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on faisait le desk, on arrivait des fois à prendre des gardes de chef, de senior, de réa, avec finalement peu de malades engrangés. Quand vous faites un internat qui fait de la réanimation et que vous faites 4 semestres en réanimation, vous avez une formation qui est nettement meilleure dans le métier que vous allez faire. Ce n'est pas négligeable, en fait, de se former au métier qu'on va faire, plutôt que de se former à un autre métier dans l'hypothèse où le métier qu'on va faire, on en changerait peut-être ce qu'en fait, on ne fait jamais. Donc, formez-vous au métier que vous voulez faire. Donc, évidemment, comme dit Wulfran, pour des spécificités comme le polytraumatisé ou le temps partagé avec un bloc opératoire ou des choses comme ça. Il faut choisir l'anesthésie-réanimation parce que la mire ne permet pas d'endormir des gens au bloc opératoire. Voilà. Elle permet d'autres choses. Mais dans les 2 cas, vous allez faire un internat qui va vous former à de la réanimation. Donc, il ne faut pas avoir la nostalgie d'un DES avec un desk derrière. Vous allez être mieux formé que nous à la réanimation au moment où vous allez prendre vos premières gardes de chef. C'est un fait important. Merci Grégoire pour la précision. On remercie le docteur Wulfran Bourgoin du coup, qui va nous quitter sur cette conversation. Merci pour vos réponses. Il y a aussi des questions sur les maquettes. Effectivement, tu as commencé à parler du sujet, Grégoire, sur l'ancien desk. Sachez quand même, tous les participants qui vont choisir MIR, que vous aurez le choix dans vos maquettes. Il y a 4 semestres libres au total, enfin 3 semestres de spécialité médicale et 1 semestre libre. Et globalement, dans toutes les villes de France, on vous laissera le choix de faire ce que vous voulez dans votre maquette. C'est-à-dire que si vous voulez prendre ce qu'on appelle une coloration d'organes, ben, vous aurez tout à fait le droit. Si vous préférez rester polyvalent, vous aurez tout à fait le droit. Et c'est la grande force du DES MIR, c'est qu'on a une maquette qui est extrêmement souple, extrêmement large, et que globalement, vous faites un petit peu un internat sur mesure. Et ça vous permet voilà, d'acquérir des spécificités, des petites colorations qui pourront vous permettre d'accéder à certains postes éventuellement plus tard dans certaines réanimations qui ont des spécialités un petit peu particulières. Et tout ça, ça permet voilà, de construire votre projet professionnel tout en étant formé à la réanimation polyvalente. Je pense que si vous avez des choses à rajouter à ça. On va enchaîner peut-être les questions, Kiran. Donc, on a une autre question, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être revenir un peu dessus. On nous demande comment vous gérez la fatigue au quotidien, parce que vous avez dit que bon, peut-être ça s'adapte, on s'adapte un petit peu aux gardes, on apprend à les gérer, on apprend à gérer son temps, mais et notamment est-ce que dans vos services, vous avez l'expérience de gens plus âgés qui arrêtent de prendre des gardes au bout d'un certain temps? L'avantage, c'est que souvent avec l'âge, alors encore une fois, c'est une vision très HU centrée, c'est que souvent avec l'âge, on est un peu plus épargné, on choisit plus le nombre de gardes qu'on fait et on a le droit d'être malade, on a le droit de s'arrêter, on a le droit d'avoir des raisons. Normalement, à partir de 60 ans, on peut être exonéré entre guillemets de garde. Donc la fatigue, on la fait comme quand on est routier, comme quand on est prof. Avec l'âge, on est privilégié. Et je pense plus pour le coup dans les services de réanimation, dans les MIR qu'ailleurs. Hein. Moi, j'ai connu dans d'autres services où à 65 ans, la veille de leur retraite, ils prenaient des gardes. Nous, clairement, entre guillemets, les anciens, ils sont privilégiés, ils choisissent les gardes en premier, ils font moins de gardes. On ne va pas les faire chier à reprendre une garde s'il manque un dimanche, etc.
Voilà, la fatigue, on la gère. Quand on en a marre, on se met en vacances. Quand on commence à trouver tout le monde con, c'est qu'il faut qu'on prenne des vacances. Enfin, je pense que c'est comme tous les métiers, mais effectivement, dans la plupart des services, les anciens sont privilégiés en termes de nombre de gardes. Et comme le disait Laura tout à l'heure, il y en a beaucoup malheureusement qui comptent sur le garde parce que le garde, c'est de l'argent quand même. Hein. C'est une partie du salaire non négligeable. Donc, c'est un moyen de se faire de l'argent. Et beaucoup d'ailleurs, dans beaucoup de listes de gardes, veulent en faire plus. Donc, souvent, avec l'âge, on en fait moins de gardes, c'est clair. Et puis la nature est bien faite. En fait, quand on est jeune, enfin moi quand j'ai même maintenant encore, hein, quand on commence, on a envie de faire des gardes en fait. On a envie de faire des gardes parce que les gardes, c'est un des moments auxquels on apprend le plus. Donc en fait, c'est bien fait. Quand on n'a pas d'enfants et qu'on commence, on a envie de faire plein de gardes, donc on en fait point, donc on en fait moins. C'est sûr quand on a un bébé de 6 mois, on a envie d'en faire un peu moins. Mais enfin, je veux dire, dans une équipe, chacun, enfin. Moi, j'ai toujours été dans des équipes où les gens s'arrangent. En fait, c'est bien équilibré. Il y en a qui veulent en faire plus, il y en a qui veulent en faire moins. Et puis, enfin, je veux dire, on n'a jamais, senior, j'ai jamais tiré au sort une garde, par exemple, comme on a pu le voir quand on était interne. Enfin, dans les équipes enfin, de toute façon, vous restez si vous vous entendez bien avec l'équipe. Donc, c'est fluide. Hein. Oui, on est là pour s'aider, oui, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Et puis après, comment on fait pour gérer la fatigue? Moi, très franchement, je ne pense pas qu'on soit plus fatigué qu'un collègue hospitalier autre. Parce qu'on finit plus tôt, parce qu'on a les lendemains de garde. Certes, on est fatigué par la garde, mais c'est quand même un temps où on peut faire autre chose. C'est quand même, typiquement, moi, c'est un truc très perso, mais en sortie de garde, très souvent, c'est là que je vais chercher le drive avec les courses. Parce que c'est un truc qui ne demande pas de temps de cerveau disponible, là, et puis je dépote ça dans le frigo et c'est fait. Ça n'empêche que, non, mais on rigole, je vous vois sourire, mais quand on sort à 19h30, que les gamins, il faut les coucher à 20h ou à 20h30 et que vous devez courir pour aller chercher les courses, les ranger, le machin, c'est invivable. Nous, on a vraiment cette chance-là. Donc, moi, je pense qu'on est fatigué comme des gens qui travaillent, en fait. Et quand on travaille, bah, ça nécessite de se lever tous les matins. Souvent, ça fait qu'on est obligé de poser ses congés et on ne peut pas sécher les cours comme on a pu le faire quand on était à la fac. Toutes ces choses-là, oui, mais c'est le métier de travailleur, ça. C'est la vie la vraie. Et on n'a pas parlé des semaines de vacances avec le temps additionnel, les RTT, les machins, qui peuvent monter jusqu'à 9, 10 ou 11 semaines suivant le nombre de gardes qu'on prend. Donc, on a plein de temps libre à côté. C'est comme ça qu'on la gère la fatigue. Merci pour vos réponses. Il y a une question un petit peu intéressante d'un spectateur anonyme qui demande si avec le temps, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude du côté excitant de la réanimation qui parfois peut être un peu outrepassée par les éventuels sacrifices. Alors j'imagine que vous allez répondre qu'il y a peu de sacrifices finalement dans notre spécialité. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se lasser de ce côté un peu excitant qu'on a tous au départ? Bah, c'est comme une relation de couple, hein. On n'est plus excité par les mêmes trucs. Mais non, mais oui, bah, Vulfran l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que les gestes, et encore, moi, j'ai encore du plus, enfin, après, je suis pas très âgée, hein, mais je pense qu'on est excité par des choses différentes. Moi, au début, c'est vrai que j'aimais beaucoup, beaucoup les gestes, j'aime toujours, mais maintenant, j'aime mieux les entretiens avec les familles. On a d'autres challenges, je pense que ça évolue. Et après, moi, comme j'ai dit, hein, je suis lassée de rien, c'est juste que ça évolue, mais parce que votre vie, elle change, vous vieillissez, enfin, vos intérêts changent. Et oui, je suis désolée, on se répète, mais je n'ai pas l'impression qu'on fait des sacrifices. Enfin, on sacrifie pas notre vie privée en fait, mais comme tout médecin, je pense que notre vie professionnelle, enfin, on n'a pas une dichotomie entre professionnel et privé. En fait, notre métier, c'est notre vie et elle fait partie. Enfin, moi, je n'ai pas ma profession et ma vie. En fait, ma vie, c'est mon métier et ma famille. Enfin, les deux, l'un va avec l'autre, quoi. La lassitude, elle est beaucoup plus. La question se pose pour n'importe quel métier, en fait. Si vous êtes cardiologue et vous faites que de la coronaire, quand vous êtes pneumologue et vous faites que de la pneumonie interstitielle, au contraire, quand vous voyez la plupart des maquettes de toutes les disciplines, il y a une hyper spécialisation. Donc, on n'est plus cardiologue, on est cardiologue de la coronaire ou de l'IRM ou du TDM. On n'est pas oncologue, mais on est oncodige, oncodermato, etc. Et l'avantage de l'AREA ou de l'exercice en mode hospitalier, c'est que finalement, d'abord, c'est tous les jours, c'est différent. Et ensuite, vous faites d'autres choses aussi. D'où l'intérêt de ne pas faire que de la clinique. Effectivement, si on a fait de la clinique toute sa vie avec des gardes, etc., oui, je peux comprendre qu'à 50 ans, on soit lassé. En plus, c'est des métiers qui sont difficiles.
Donc là, il y a une vraie réflexion sur la qualité de vie, sur le burn, sur tout ça, qui fait que j'espère on progressera sur ce niveau-là. Mais le fait de faire de la recherche, de l'institutionnel, du prélèvement d'organes, des sociétés savantes, du syndicat humanitaire, permet justement d'avoir plusieurs casquettes. Et quand il y a quelque chose, c'est trop, je vais aller faire autre chose, je vais aller faire autre chose. Et c'est tout l'intérêt de très tôt essayer de faire plein de choses à la fois, donc justement ne pas vous lasser. Mais encore une fois, la question, elle se pose pour toutes les disciplines. Ouais, Merci. pareil, hein, moi au début, l'excitation, c'était dans les gestes, les cathéters, les intubations difficiles. Très honnêtement, enfin, je l'ai fait et je suis très content de les faire, mais ça ne me procure plus du tout les frissons du début, même les pauses d'ECMO, même les machins. C'est pas un quotidien, hein, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel, mais qu'on fait comme ça, ce qui m'excite plus maintenant, c'est plus de m'orienter vers les diagnostics difficiles, connaître plus de pathologies, c'est plus ces choses-là en fait. Donc l'excitation change. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand je dois partir le dimanche matin pour une garde, j'ai toujours le même plaisir d'y aller. Ça, c'est vrai. J'ai toujours le même plaisir d'aller au boulot. Merci pour vos réponses. Ouais, merci. On va peut-être poser juste une dernière question. On a quelques questions. On en a un peu parlé, mais on va peut-être pas beaucoup appuyer dessus sur les différences entre CHU et CHG. À la fois, on nous demande en termes de gravité des patients et de variété des patients si c'est très différent. Et puis, on nous a demandé aussi s'il y avait plus de difficultés à trouver un poste en CHG quand on était MIR. Donc, je pense que Laura et Grégoire sont bien ici pour témoigner que ce n'est pas une spécialité que universitaire, hein, que on a tout à fait la possibilité. C'est même probable, ce sera le cas de la majorité d'entre nous de travailler en CHG. Et je vous laisse répondre. Grégoire, tu veux répondre? Ouais, bah oui, enfin, nous, on a le même recrutement qu'un CHU. Alors, le CHR d'Orléans, c'est un très gros CH quand même, hein. C'est pas un hôpital universitaire, il n'y a pas tous les services d'un hôpital universitaire, mais ça fait quand même partie des gros hôpitaux non universitaires. Cela étant dit, même dans les réanimations périphériques à celle d'Orléans, je pense à Montargis, je pense à une réanimation qui n'est pas une périphérique d'Orléans, mais qui est entre Tours et Orléans, qui est la réanimation de Blois. C'est des réanimations qui s'occupent de malades de réanimation, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas au CHU dès qu'il y a de la noradrénaline, hein. Ils savent faire des diagnostics. Alors d'abord, il y a un truc qu'on n'a pas quand on est externe hospitalo-universitaire centré, mais c'est que les médecins qui font tourner ces réanimations, ils sont aussi passés par des CHU, ils ont une formation dans des hôpitaux universitaires prestigieux, ils ont été chefs de clinique, ils ont été, voilà, ils sont peut-être des fois orientés vers une carrière universitaire et puis ils ont rebifurqué. Enfin, donc les médecins dans les hôpitaux, même les petits hôpitaux, les réanimations, c'est des médecins qui tiennent la route et qui s'occupent de malades qui sont graves. Et à quelques spécificités près, comme la chirurgie cardiaque, l'ECMO ou la neurochirurgie, encore que c'est très très répandu, toutes les réanimations font la même chose. Après, est-ce qu'on peut faire de la réanimation dans une réanimation qui n'a pas de machine d'ECMO? Heureusement que oui, on fait de la super réanimation. Hein, tout ne tourne pas autour d'une machine qui a une membrane et une pompe rotative. Hein, donc ça, voilà. Et le cœur de notre métier, pour finir, le cœur de notre métier qui est quand même de rendre service aux gens. C'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est-à-dire que ce soit pour soigner un syndrome dépressif caractérisé quand on est psychiatre ou un état de choc quand on est réanimateur, le but c'est de rendre service aux patients. Et dans les hôpitaux non universitaires, comme dans les hôpitaux universitaires, on rend service aux gens de notre bassin de population, quoi. C'est quand même le cœur de notre métier, on les soigne. Après, c'est sympa aussi, hein. On va pas faire de la pub anti-CHU. Le CHU, c'est quand même sympa parce que effectivement, il y a plus peut-être l'opportunité d'avoir plus de casquettes, même si en CHG, il faut un président de CMEL, voilà, il faut gérer tous les côtés qualité de vie, douleur. Toutes les commissions sont reproduites à des échelles moindres. Mais dans le CHU, il y a aussi tout côté enseignement. Alors, l'enseignement, il se fait dans les CHG auprès des internes, etc. Mais les cours à la fac, l'implication dans les étudiants,
si c'est une partie qui vous botte, vous la trouverez aussi en CHU. Donc, il y a vraiment, effectivement, vous aurez tout l'internat et le clinicaire pour voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, quelles équipes vous fitez ou pas, quel cadre de vie vous voulez avoir. Mais je pense que vous serez, comme on l'a dit tout à l'heure, le roi du pétrole parce qu'effectivement, le CHU semble un peu moins avoir la cote. Et l'évolution de la société fait que ça s'adapte aussi et que c'est moins difficile qu'avant. Merci à vous. On va bientôt conclure notre réunion. Alors, il y a une toute petite question qui a été posée à Grégoire sur le salaire des médecins. On va faire très rapidement si tu veux répondre, Grégoire. Alors, ce que je peux vous répondre, alors, en France, on ne parle pas d'argent, moi ça ne me gêne pas, mais je pourrais vous montrer ma fiche de paye, mais c'est un truc qui ne se fait pas. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, qui est très simple, c'est que vous tapez grille praticien hospitalier pour avoir la grille de salaire des praticiens hospitaliers dans la fonction publique. Vous trouvez ça, c'est le premier lien sur Internet. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté comme moi, ça lui fait une grille de salaire avec 5 500 € par mois sans les gardes. Et après, vous rajoutez 150 € pour la garde de semaine et 250 pour la garde de week-end. À ça, vous rajoutez, comme je vous disais, moi j'ai à peu près entre, on va dire 4 000 € tous les 4 mois. Donc, vous rajoutez 1 000 € par mois de temps additionnel à peu près. Et ça vous fait le salaire que peut gagner un praticien comme moi qui fait 5 gardes par mois, quoi. Voilà, donc alors, c'est très simple, hein. C'est sûrement 2 à 3 fois moins qu'une spécialité à garde dans le privé, ça c'est certain. C'est par contre pas les mêmes contraintes, ni d'horaire, ni d'assurance, ni de problèmes juridiques, voilà, ni de problèmes aussi entre associés, si ça se passe mal au niveau de la société des médecins. Donc voilà, c'est un compte à faire, mais en tout cas, je n'ai jamais aucune difficulté pour finir mes mois financièrement et j'ai plutôt l'impression de vivre dans l'opulence. Oui, pareil pour moi. Moi, je suis un peu, enfin, j'ai 6 ans d'ancienneté. Alors pareil, c'est variable avec les gardes, mais globalement, je suis entre 4 000 et 4 500 € par mois. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut aller faire des gardes ailleurs et en plus dans des structures maintenant semi-privées où vous n'avez pas toutes les contraintes URSSAF, etc. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire des gardes de week-end dans ces structures-là parce que j'avais un projet et que j'avais besoin d'un peu plus d'argent. Donc, il est après dans les limites, hein, mais c'est flexible votre salaire et on vit très bien. Moi, je considère qu'on vit très bien. Alors, en CHU, quand on est PUPH à 41 ans et qu'on a 4 enfants et qu'on fait 3 gardes par mois dans aucun week-end, on gagne 7 200 €. Voilà, un peu déduit. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de métiers. Effectivement, on a expliqué tout à l'heure les conditions de vie, mais je pense que c'est un salaire tout à fait honorable, quelle que soit la ville où vous êtes. Merci pour votre transparence. On va conclure avec une dernière question et une réponse en une phrase chacun. Il y a une future interne qui nous demande est-ce qu'il faut travailler l'été avant son internat, pardon. On va ouvrir la question un peu plus large. Vous, en tant que senior, qu'est-ce que vous attendez d'un premier semestre de MIR qui va arriver dans vos services de réanimation en termes de compétences et de connaissances? D'un premier semestre de MIR, rien en termes de compétences parce qu'il est là pour apprendre. Moi, ce que j'attends, moi j'ai toujours dit, je m'en fous de son niveau, je m'en fous de ses, enfin, peu importe ses connaissances et son niveau parce qu'on peut progresser. Moi, ce que j'attends, c'est de la motivation. C'est de la motivation. Tant qu'on est, enfin, moi, tant que j'ai un interne motivé, je prends du plaisir. Après, quel que soit son niveau de compétence, quand il est plus motivé, quand il n'est pas motivé, j'en prends pas. Je suis désolée. Ouais. Moi, c'est pareil. Même coupe que toi, Greg. Sympa, ouais, même coupe que moi, ouais. Je n'y suis pour rien. Moi, il faut qu'il soit sympathique, qu'il soit bien inséré dans l'équipe. Voilà, ça c'est un truc important, on travaille en équipe. La nuit, on mange, enfin nous dans le service, on sort les tables au milieu du couloir, on mange avec les paramèdes, enfin voilà. Donc être poli, c'est des portes ouvertes, hein, mais voilà. Je m'en fous qu'il ne sache pas intuber, qu'il ne sache pas poser un cathé. Des fois, quand il me dit « je ne sais pas poser un cathé », je leur réponds « vous inquiétez pas, moi non plus ». Non, mais on s'en fout de tout ça. Et s'il y a un truc important qui nous appelle, en fait. Voilà. Ouais. En fait, on n'a pas besoin des… Ouais. Il faut nous appeler. Moi, je m'en fous de passer une nuit blanche parce que l'interne m'a appelé. Par contre, je ne pourrais pas couvrir le lendemain
de ne pas avoir été appelé, d'avoir un malade qui a décanillé sans être prévenu. Donc, c'est ça. Et ne bossez pas cet été. Là, vous avez donné des années et des années pour passer le CN. Reposez-vous, prenez du bon temps et puis vous remettrez à bosser quand vous serez interne. Juste, si je peux me permettre, parce qu'on a peut-être pu donner l'impression qu'on avait besoin des internes. Enfin, quand on disait que nos gardes sont plus confortables avec des internes, ça ne veut pas dire qu'on a forcément besoin d'un interne dernier semestre. Enfin, Non. moi, je suis tout à fait d'accord avec Grégoire. C'est ce que je dis aux jeunes internes. Je dis, je t'en voudrais pour une chose, c'est de ne pas m'appeler. Exactement. Après, le reste, vous savez, si vous n'avez pas intubé, on intube derrière. Enfin voilà, on n'a pas besoin de vous et de vos compétences. En fait, nous, on prend plaisir à vous apprendre, mais on n'a pas besoin. Ne vous stressez pas avec ça. On n'a pas besoin d'un interne. C'est super quand il sait faire plein de choses, mais voilà, on n'a pas besoin de vous. En effet, ne bossez surtout pas cet été, détendez-vous. La chance justement de faire MIR, c'est qu'on va vous former, qu'on va vous laisser du temps pour assister aux cours. Vous allez être bichonné, donc vraiment, détendez-vous. Ne commencez pas à bosser cet été, ça fait 3 ans que vous pourrez, que vous faites une course de fond, donc détendez-vous et ne vous inquiétez pas, vous allez être formé durant tout votre parcours et c'est justement ça la force du DSMIR par rapport à l'ancien mode DS réanimation médicale, c'est que là, on va vous former à votre métier tout au long de manière continue et vous allez avoir une vraie plus-value en tant que réanimateur. Donc vraiment, détendez-vous et bienvenue pour ceux qui gagnent et puis bon courage pour les autres. Oui, tout à fait. Donc, pardon, et donc effectivement, nous, on en est témoin en tant qu'interne d'une très bonne formation pendant l'internat. Voilà, bah, merci à tous. Donc, on a axé ce webinaire vraiment sur la pratique en MIR, hein. On en fera un autre plus axé sur l'internat, la maquette de l'internat qui sera commun avec l'association des jeunes anesthésistes réanimateurs qui aura lieu début septembre. Et donc, voilà, vous aurez les infos comme vous avez eu pour celui-là sur les réseaux sociaux et tout. Et donc là, on parlera plus de la maquette, de la formation et des villes éventuellement, etc. Bah, encore merci beaucoup à vous trois et puis Wilfran qui est parti plus tôt. Mais merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis, Kiran a mis dans le chat toutes les infos pour nous contacter, et pour si vous avez des questions supplémentaires, donc n'hésitez pas à les utiliser, hein, les réseaux sociaux, le mail, etc. Donc voilà, et on espère avoir répondu à la plupart des questions. Et on sera très heureux d'accueillir tous ceux qui choisiront MIR à partir de novembre. Merci à Merci à vous. À tous. D'autres qui font des spécialités qui nécessitent un stage en MIR. Oui, aussi. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Merci. Sacha et Florian. Top. Et bravo à Laura d'avoir géré ça avec